Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents cet après-midi pour nous accompagner pour cette deuxième conférence Agir pour le climat, organisée par l'objet interdisciplinaire Olcan à l'occasion de la rentrée du diplôme d'université qui porte le même nom, Agir pour le climat. Donc aujourd'hui, on a la chance et le plaisir d'accueillir Gabriel Boulot. Donc quelques mots à propos de son travail et de ses activités. Gabriel Boulot est chercheur au LISIS, laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovation, Société, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts et sociopolitiste à l'INRAE, spécialisé dans les politiques environnementales de l'eau. Ses travaux portent sur les politiques environnementales et l'écologisation des politiques en France, en Europe et aux États-Unis. Elle appréhende la question de la gestion de l'eau de façon interdisciplinaire. Elle étudie notamment comment les problématiques environnementales sont prises en compte dans l'agenda politique et leur traduction sous forme de politique publique ou d'indicateurs. Elle enseigne à l'école des ponts ParisTech et à Sciences Po Paris. Elle occupe également d'autres fonctions dans de nombreuses institutions. À noter qu'elle est présidente du comité de déontologie de l'ANSES. Gabrielle Boulot est la nouvelle directrice scientifique du PIRENSEN pour la construction de sa prochaine phase. Le PIRENSEN étant un groupement de recherche qui vise à développer une vision d'ensemble du fonctionnement du système formé par le réseau hydrographique de la Seine, de son bassin versant et la société humaine qui l'investit. Les travaux menés par Gabrielle Boulot nous semblent extrêmement importants car la volonté d'action pour le bien commun passe nécessairement par des étapes préalables, la concertation puis la décision à différentes échelles et de différentes natures, décider des plans, des orientations stratégiques, mais aussi des ouvrages, des investissements, etc. Et nous l'avons bien vu hier avec Valérie Masson-Delmotte, la décision publique est un élément qui détermine non seulement les conditions dans lesquelles nous évoluons collectivement aujourd'hui, mais aussi et surtout les conditions futures. Donc c'est avec un grand plaisir que je laisse à présent la parole à Gabrielle Boulot. Alors c'est la première fois, bonjour à tous, que je fais cette intervention. Donc ne sachant pas vraiment, ou plutôt sachant que vos parcours étaient très variés, j'ai plutôt axé mon propos sur une sorte de grande introduction à un propos politique sur l'eau, pour ne pas vous emmener tout de suite sur des sujets de recherche un peu pointus, mais essayer de vous montrer par-delà l'aspect technique des enjeux de l'eau, des enjeux qui sont aussi politiques, mais voilà, en restant peut-être un peu en dehors de la science politique, au moins pour les premières parties de mon intervention. Alors voilà comment je vous propose de la dérouler. Est-ce que vous voyez tous bien et est-ce que vous m'entendez correctement ? Le micro, il faudrait qu'il soit un peu plus près de moi. Il y a celui-ci, mais ce n'est pas celui que j'utilise. Là, vous m'entendez mieux? Non, c'est pas bon? Si, c'est bien? Ça va? C'est pire. C'est du grésillement que vous entendez ou c'est le fait que vous ne m'entendez pas? Et là, c'est bon? Bon, vous me refaites des grands signes si jamais ça ne marche pas. Alors voilà comment je vous propose de structurer mon intervention. Je vais faire une petite introduction sur la manière dont on perçoit les enjeux de l'eau. Et puis, je commencerai mon intervention avec un exemple qui est celui de la canicule de 2003. C'est un exemple qui a été documenté dans la littérature avec un chercheur qui a regardé précisément comment ont été prises les décisions au cours de cette canicule. Et je trouve que cet exemple de travail retrace très bien les cloisonnements et les difficultés de la décision publique face à quelque chose de nouveau. Et puis, je vous parlerai du cycle de l'eau de façon un peu différente de la manière dont les hydrologues en parlent.
pour vous dire que c'est très social. Donc je parlerai de changements hydrosociaux, parce qu'effectivement, je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui, à l'âge de l'Anthropocène, faire la différence entre de l'eau qui serait naturelle et de l'eau qui serait artificialisée. Et donc on est dans des bassins très artificialisés, il faut en tenir compte. Et puis, voilà, après ces deux premières parties, j'aborderai plus précisément des enjeux sociaux, enfin sociologiques et politiques, sur la question de l'invisibilisation sociale des crises de l'eau et, à contrario, comment est-ce qu'on peut mettre en visibilité politiquement ces enjeux. Alors, une petite phrase un peu provocatrice, c'est évidemment le CO2 qui cause le dérèglement climatique avec d'autres gaz à effet de serre, mais c'est à travers H2O qu'on le ressent. Et finalement, le CO2, il faut être un expert pour pouvoir le mesurer, le voir. En fait, dans notre vie de tous les jours, on ne va pas être directement en prise avec le CO2. En tout cas, oui, voilà, cette molécule, on ne la voit pas. Alors qu'on ne voit peut-être pas non plus la molécule d'eau, mais alors ces effets, là, vraiment, on les ressent très, très fortement. Et donc, dans la continuité de ce que Valérie Masson-Delmotte a dû vous raconter hier, je me propose de me déplacer vers les effets, mais aussi certaines causes, parce que vous verrez, la manière dont on gère l'eau a aussi des effets sur le climat, évidemment. Mais l'eau, c'est vraiment, on peut dire, une matière qu'on ne peut pas ignorer, avec laquelle on est en prise vraiment de façon très fréquemment. Alors, comment est-ce qu'on ressent ce changement climatique? Comment est-ce qu'on le comprend? Eh bien, c'est beaucoup à travers ce que moi j'ai appelé des motifs environnementaux, c'est-à-dire des formes dans l'environnement qui sont associées à des motivations, à des logiques causales qui sont, voilà, par exemple, le dérèglement climatique. Et je parle de ces formes environnementales ou de ces motifs environnementaux parce que, en fait, ça n'est que certains motifs, un peu comme un motif sur un tissu, et ces motifs nous empêchent aussi parfois de voir la totalité, les liens, les interdépendances qui sont plus cachées, qui émergent moins dans ce qu'on voit de façon quotidienne, et donc surtout ce qu'on a appris à voir. Et en fait, dans la réalité qui nous entoure, eh bien, il y a plein de choses que vous n'avez pas appris à voir, que vous n'avez pas appris à écouter, que vous n'avez pas appris à ressentir, ou bien que vous avez appris, mais les autres n'ont pas appris. Et en fait, la perception de l'environnement, c'est très social. On vous enseigne des catégories, on vous dit ça c'est un chien, ça c'est un chat, et ça c'est très culturel. Et vous connaissez sûrement le fait que les nuances de blanc, les nuances de rouge sont variées selon les cultures. Mais en fait, les sujets de préoccupation, les sujets d'admiration dans la nature et dans l'environnement plus largement sont aussi très socialement apprises. Et donc, pour comprendre ça et pour comprendre comment ça va influencer la manière dont on va percevoir les crises de l'eau, eh bien, je parle de motifs avec un petit jeu de mots parce que vous savez que dans la langue française, le motif, c'est à la fois cette forme comme un motif dans un tissu, comme un motif dans un paysage, comme un motif dans une chanson, et c'est à la fois un motif d'action, un motif comme quand on dit « mais s'il a tué cette personne, c'est pour quel motif ?» Voilà. Motif, ça veut dire les deux, et c'est effectivement comme ça qu'on réagit à beaucoup de choses dans l'environnement. On voit une forme qu'on a apprise et on l'associe soit à quelque chose de désirable, soit à quelque chose de non désirable qui va motiver nos actions. Alors, petit exercice. Je vous mets sous les yeux un tableau que je pense que vous n'avez pas encore vu et je vous demande de prendre une minute pour essayer de décrire pour vous-même ce que vous voyez. Alors, vous voyez bien sûr, ou peut-être pas bien sûr, mais un ou deux personnages. Et puis peut-être dans l'arrière-plan, des choses moins évidentes. Et peut-être c'est sur cet arrière-plan que vous pouvez vous concentrer. Peut-être que vous percevez certaines formes apprises, des choses qui ressemblent à des formes que vous connaissez. Eh bien, je vais
en accéléré, vous apprendre socialement à voir une catégorie que vous n'aviez pas vue. Moi, dans le bouquet qui est derrière la liseuse sur ce tableau, je vois une sorte de chien vert à lunettes et à moustache. Vous le voyez aussi maintenant? Et même, je peux dire autre chose, je peux dire que maintenant, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Parce que je vous l'ai montré, j'ai cadré l'image en vous imposant ma vision. Et en fait, ce cadrage, c'est quelque chose qui est fondamental dans les sciences politiques, c'est que la complexité des problèmes est souvent réduite par les acteurs qui vont parler des enjeux en cadrant sur certains objets et sur certaines problématiques, donc pour l'environnement, sur certaines formes et sur certains enjeux et donc sur certains motifs environnementaux. Alors, prenons l'exemple de la canicule de 2003. Il y a eu une canicule en 2022, évidemment. Il y a eu des canicules cette année aussi. Mais pour certains, qui étaient peut-être l'année de votre naissance, il y a eu une canicule en 2003 et elle était assez inattendue parce que l'équivalent n'avait pas été vécu depuis longtemps en France. Et donc Marc Millet a fait un article dans la Revue française de sciences politiques en 2005 qui retrace un petit peu les décisions qui ont été prises à cette occasion. Donc il a été noté par exemple que cette canicule avait pris les autorités sanitaires relativement au dépourvu et que du coup il y a eu une surmortalité cet été-là dans plusieurs départements français qui a pu être en partie imputée à la canicule. Mais en fait, quand cette canicule est arrivée, il y a eu une première alerte, on pourrait dire assez précoce, même déjà dès le printemps. Donc il ne faisait pas encore très chaud et ce n'était pas encore la canicule, mais il y avait déjà une sécheresse hydrologique. On percevait qu'il n'y aurait pas assez d'eau pour un certain nombre d'usages qui sont très préoccupés sur la ressource parce qu'elle détermine complètement leur production. Donc la production agricole. Et en l'occurrence, le fait qu'on s'attendait à ce qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau, c'est toujours une inquiétude pour les agriculteurs de fait qu'il n'y ait pas assez d'eau et qu'il fasse chaud. On ne savait pas encore qu'il allait faire très chaud, mais on savait qu'on ne pourrait pas compter sur beaucoup d'eau parce qu'il y avait déjà des nappes qui étaient relativement basses, des rivières qui étaient déjà en niveau relativement bas. Or, le secteur agricole, parce que justement, il est très, très dépendant de l'eau, non seulement pour l'irrigation, mais aussi pour des plantes qui risquent de transpirer plus quand il fait chaud et parfois qui vont même plus pouvoir synthétiser de la photosynthèse et donc brûler, comme la prairie sur la photo à gauche. Eh bien, comme ça risque d'être très grave et qu'économiquement, ils peuvent perdre beaucoup, ils se sont préoccupés de ce problème depuis longtemps. Et il y a des institutions pour gérer ce problème. Et donc, on peut demander des dérogations au niveau de Bruxelles pour pouvoir pâturer des jachères. Normalement, les jachères, c'est fait pour éviter la surproduction. Donc, normalement, on ne l'utilise pas pour la production. Mais quand il n'y a plus d'herbe à brouter pour le bétail, eh bien, pouvoir avoir un peu de supplément, c'est possible. On peut obtenir cette dérogation. Donc, on peut dire que l'alerte n'était pas enclenchée, mais elle était prête à être enclenchée. On attendait de voir s'il ne faudrait pas déclencher ça. Et le 24 juin, il y a eu l'activation automatique d'une alerte par les services agricoles pour le risque de pénurie de fourrage et aussi, parce que c'est aussi les mêmes services du ministère de l'Agriculture et de la Forêt, pour le risque incendie de forêt, parce que ça va souvent de pair. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette alerte? Eh bien, on peut dire que le motif prairie brûlée ou incendie de forêt, c'est un motif qui est très bien connu des services agricoles. Et donc, il n'y a pas vraiment besoin de le voir immédiatement, on peut même l'anticiper. Et il y a même derrière des actions qui sont déjà préprogrammées, qui n'ont plus à enclencher le moment venu. Donc, on peut dire qu'eux, ils étaient vraiment super bien préparés. Et ça n'a pas raté. Ils ont obtenu une dérogation pour pouvoir faucher ou pâturer les jachères. Et puis, ils ont activé la défense pour la défense forestière contre les incendies. Il y a des services qui sont là pour patrouiller en cas de menace sur les incendies de forêt. Donc, comme ils sont bien
préparé, en fait, il n'y a pas de débat dans l'espace public. En fait, ça se traite en chambre. Il n'y a pas besoin d'informer la population qu'on a appelé Bruxelles pour obtenir la dérogation. Ça ne va pas passionner les foules. Donc, en fait, ça se fait de manière confinée. Évidemment, s'il y a un incendie de forêt qui se déclenche, on va dire que la DFCI n'était pas bien préparée ou pas assez, etc. Ça peut venir dans l'espace public, mais si c'est bien géré, les trains qui arrivent à l'heure ne font pas la une des journaux. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour ce premier cadrage de la canicule de 2003. Il faisait très chaud, les plantes souffraient, mais on gérait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que elle ne s'est pas arrêtée, cette canicule, et elle a réchauffé l'eau, et notamment l'eau des fleuves. Et vous le savez peut-être, l'eau des fleuves, elle est utilisée comme source froide pour la production d'énergie, et donc quand l'eau se réchauffe, elle refroidit moins. Et donc, en fait, la capacité de refroidissement, qui est quand même très liée à la capacité de produire de l'énergie, eh bien, elle est pénalisée dans ce cas-là. On ne peut plus produire autant, ou alors il faut obtenir une dérogation de réchauffer la rivière. Alors évidemment, quand on réchauffe une rivière, on cuit un peu les poissons, et donc c'est interdit. Et donc la dérogation, il faudrait vraiment qu'il y ait un enjeu très fort. Alors en fait, les services en charge de l'énergie, et EDF au premier plan, a informé le ministère de l'énergie qu'il y avait un problème, qu'on risquait de passer en blackout sur la production énergétique, parce qu'en même temps qu'on pouvait moins refroidir et donc moins produire d'énergie, on en consommait plus, parce qu'en fait il faisait tellement chaud que les gens y mettaient la clim pendant la nuit, et ça consommait beaucoup d'énergie. Et donc, il y avait cette alerte. Une alerte, vous voyez, qui est un peu moins routine, parce qu'en fait, ça arrive quand même pas si... Enfin, à l'époque, ça n'arrivait pas si souvent. Et ça rendait un arbitrage nécessaire. Donc là, on ne peut pas dire que c'est une activation automatique de l'alerte, mais c'est une demande d'arbitrage. Est-ce qu'on met au chômage certaines industries qui sont très consommatrices d'électricité? Est-ce qu'on obtient une dérogation pour réchauffer davantage le fleuve au risque de pénaliser des tas d'efforts de restauration écologique des cours d'eau où on a remis des conditions propices pour les poissons? Ou est-ce qu'on achète de l'électricité à l'étranger? Voilà un petit peu le type de décision qu'il faut prendre quand on ne peut plus faire comme avant parce que l'eau se réchauffe. Je ne me souviens plus quel a été l'arbitrage pour l'électricité, mais ce dont je me souviens très bien, c'est qu'il y a eu aussi une alerte au niveau des services d'urgence dans les hôpitaux, parce qu'on voyait arriver de plus en plus de personnes qui étaient en détresse, en hyperthermie, des gens qui avaient eu très très chaud, et qu'en fait, il y avait même des décès, et il y avait des décès en fort nombre, au point que les morgues étaient dépassées et qu'on a dû réquisitionner les frigos à Rungis, en Île-de-France, pour entreposer les corps. Donc là, complètement défaillance de la décision publique, on se fait déborder, on n'est plus du tout dans l'anticipation. Est-ce qu'il n'y avait pas eu des alertes à temps? Eh bien en fait si, il y avait eu des alertes, mais ces alertes, elles étaient portées par quelqu'un qui avait déjà fait plein d'alertes avant, mais qui était un peu disqualifié parce qu'il était syndicaliste, et lui, il n'arrêtait pas de dire que dans les urgences, il y avait un problème de capacité, qu'on était en surcapacité tout le temps, on était en sous-capacité d'accueillir la quantité de personnes qui venaient de plus en plus aux urgences. Et donc, quand le ministère de la Santé a entendu Patrick Pelloux qui a dit « Attention, on est en pleine crise sanitaire dans les urgences, il y a de plus en plus de gens qui décèdent, etc. » On a dit « Ah oui, non mais ça c'est Pelloux, il dit ça tout le temps. » Bon. Et donc, eh bien, la décision sanitaire, elle arrive très tardivement, le 14 août, alors que ça fait déjà plus d'un mois qu'on a un cadrage possible différent qui dit que ça n'est pas qu'une question agricole, ça n'est pas qu'une question énergétique, c'est aussi une question sanitaire. Mais là, voilà, on peut ne pas l'avoir parce qu'on peut désamorcer des alertes. Désamorcer des alertes, c'est-à-dire, c'est comme quand vous avez une voiture dont l'alarme se déclenche régulièrement, au bout d'un moment, vous désamorcez l'alerte parce que l'alarme, parce que ça ne sert à rien, ça ne veut rien dire, vous éteignez le motif. Alors, la canicule de 2003, c'est assez intéressant, c'est pas que sur l'eau, mais vous voyez bien que, oui, quand ça se réchauffe, ça a des impacts sur l'eau, et les gens qui dépendent beaucoup de l'eau, ils ont déjà un cadrage prédéfini, ils ont déjà une façon de comprendre ce problème, comme les concernant, ils ont déjà la forme que ça prend,
la chaleur de l'eau ou bien les jachères, et les actions possibles. Et puis, il y a des gens qui sont moins préparés ou bien des gens qui ont perdu l'oreille de la préparation et qui vont être pris au dépourvu. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre le 1er et le 20 août 2003, il y a eu 15 000 décès en France et l'analyse post-crise a dit que non seulement c'était des gens qui étaient en hyperthermie, donc des gens qui avaient eu très chaud, mais que c'était aussi beaucoup des détresses respiratoires parce que quand il fait très chaud et que l'air est très sec, en fait, la pollution impacte davantage les personnes qui sont susceptibles d'avoir de l'asthme. Et donc, en fait, comme le problème de la pollution de l'air à l'époque n'était pas très présent dans l'espace public, il n'y a personne qui a dit « mais ça, c'est un problème aussi lié à la pollution ». On aurait pu cadrer ce problème comme un problème de pollution de l'air. Ça n'a pas été fait. Voilà ce que ça veut dire qu'un cadrage. Vous voyez qu'on est un peu préformaté pour voir ce qu'on a appris à voir. Et quand ça se passe un peu à côté, eh bien, ça demande un effort, il va falloir improviser. Et ça, c'est plus difficile dans l'action publique parce que le propre du politique, c'est un rythme de décision qui est très, très rapide. Et donc, ce qui n'a pas été préparé longtemps à l'avance ne permet que forcément des décisions qui seront bricolées et qui ne seront pas forcément les plus satisfaisantes. Alors, reparlons de l'eau. Ceci est souvent présenté comme étant le cycle de l'eau et je pense qu'il y a encore des manuels scolaires qui présentent le cycle de l'eau comme étant effectivement des molécules qui sont tombées sur les montagnes, qui se sont accumulées sous forme de neige, qui ont coulé ensuite par fonte de ces neiges dans des cours d'eau, qui ont alimenté des nappes et des lacs, et puis qui vont progressivement atteindre des deltas, et de l'évaporation va avoir lieu en mer, avec de nouveau des précipitations qui ne sont pas que sur les montagnes, qui sont aussi... Bon, mais sauf que le grand absent de ce cycle, c'est l'homme. L'homme, l'humanité, est complètement absente de ces diagrammes. Où sont les barrages? Où sont les stations d'épuration? Où sont les pompages? Où sont... Bon, alors, c'est plus comme ça que ça fonctionne. On ne peut plus dire que ça, c'est le cycle de l'eau. L'eau ne circule pas comme ça naturellement, ou alors dans très peu d'endroits. Aujourd'hui, voilà, on doit prendre en compte le fait que si l'eau circule à certains endroits, c'est en grande partie grâce à des infrastructures qui ont été mises en place pour gérer cette eau dans des objectifs variés de production ou bien de loisirs, d'aménagement, de conviction aussi sur ce qui était correct à faire. Et au fur et à mesure que l'eau n'arrive pas comme on a été habitué à ce qu'elle arrive, soit qu'elle se présente sous des formes différentes, à des fréquences différentes, à des endroits différents, dans des volumes différents, eh bien, elle va surprendre et elle va nous obliger à apprendre, comme la canicule de 2003 nous a obligés à un apprentissage. Alors évidemment, il y avait plein de gens qui savaient déjà que les plantes évaporent de l'eau, bien sûr, mais ça repose la question de savoir est-ce que finalement les plantes qui évaporent le plus d'eau en août, elles sont les plus adaptées à un climat qui se réchauffe particulièrement en août. Et est-ce qu'on a toujours eu du maïs en France, ou est-ce que cette plante tropicale, finalement, pour être acclimatée en France, elle a dû venir avec toute une infrastructure qui s'appuyait sur le fait que l'eau était particulièrement disponible à certains endroits en août, ce qui pourrait ne plus être le cas. Bon. Évidemment, tout le monde savait que l'eau chaude refroidit moins, mais se dire que le Rhône, qui est un des fleuves les plus nucléarisés du monde, pourrait se réchauffer au point qu'on ne pourrait plus l'utiliser comme ressource froide, ça, il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'avaient anticipé. Donc là, on apprend que, bah oui, en fait, même le Rhône, il peut se réchauffer fortement. Et puis, on a découvert les îlots de chaleur en ville. Alors, je pense que vous êtes... maintenant, évidemment, vous considérez que c'est presque une tarte à la crème, les îlots de chaleur, mais je peux vous dire qu'en 2003, c'était un peu la nouveauté. C'était qu'on découvrait qu'effectivement, ça pouvait être l'enfer dans certaines rues, parce que la réverbération sur le bitume, etc. Donc, alors voilà, on apprend avec des données climatiques différentes que la disponibilité de différentes choses, le frais, mais aussi l'eau, vont être différentes. Alors, dans ces changements hydrosociaux, je vais vous faire une sorte de catalogue à la Prévert
de tout ce à quoi on peut ne pas s'être attendu, et pourtant il faudrait s'y attendre un petit peu. Donc ces nouveaux motifs qui vont surgir et qui vont nous demander d'apprendre, qui vont nous interpeller et nécessiter des apprentissages sur le fait que, ah oui, ça pourrait mal se passer parce qu'en fait, ça n'a pas été prévu pour. On risque d'avoir moins de glace. Alors ça, moins de glace, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que, comme la glace, elle tient les rochers en montagne, comme la glace, elle fond, et du coup, cette eau qui arrive érode et transporte des choses qui étaient tenues par la glace, donc des sédiments. Eh bien, qu'est-ce que deviennent ces sédiments quand il y a moins de glace? Et comme la glace et la neige reportaient des précipitations d'hiver au printemps sur le bassin versant, elles étaient disponibles à d'autres moments que le moment. Elles étaient disponibles pour des usages d'eau à d'autres moments qu'au moment où elles étaient tombées. Qu'est-ce qui se passe si ce qui tombe, c'est plus de la neige, ce qui se stocke, c'est plus de la glace, mais ce qui ruisselle, c'est de l'eau. Bon. Alors, évidemment, on a des barrages. On a même plus de barrages. Donc, en fait, on n'a pas la possibilité de rajouter des barrages parce qu'on n'en aurait pas eu. En fait, on a un bassin versant, des bassins versants qui sont tous très remplis de barrages. Donc, en fait, on a non seulement un climat qui change, mais on a aussi un paysage dont il faut tenir compte du fait qu'il a plein de barrages. Il est aussi très endigué, ce paysage. C'est-à-dire que les cours d'eau, peut-être il y a longtemps, débordaient et avaient des plaines d'inondations, un peu comme le Nil et toute la civilisation égyptienne qui s'est construite sur les crues du Nil. Maintenant, on a un barrage à Assouan qui régule énormément ces crues, et donc c'est plus tellement le même pattern, les mêmes motifs qu'on rencontre. Qu'est-ce que ça fait? On a aussi des sols qui sont plus compactés, et donc quand les distributions de pluie vont être modifiées sur ces sols, et ça ne sera pas les sols non plus qu'on avait il y a longtemps, mais les sols de l'Anthropocène sont des sols qui ne réagissent pas pareil aux pluies. Et puis, on aura moins d'eau dans les nappes, parce que, on va le voir, elles vont moins s'infiltrer. Les conditions d'infiltration de ces nappes sont moins répandues, notamment, pas que parce que il va pleuvoir moins, il y a plein d'endroits où il va pleuvoir plus, mais parce que, dans le même temps, ces bassins versants se sont largement artificialisés et les sols n'infiltrent plus autant qu'avant. Ces sols qui filtraient, ils étalaient les crues, donc ça veut dire qu'on aura des crues qui seront moins étalées dans le temps et donc plus concentrées aussi dans l'espace. Et puis on avait de l'eau qui tenait des sols dans les plaines, comme la glace peut tenir des blocs dans les montagnes. En fait, dans les sols de plaine, on a des aquifères. Qu'est-ce qui se passe si ces aquifères, ils n'ont plus d'eau, donc ils vont avoir de l'air à la place? Il y a probablement des effets de structure qu'on va pouvoir aussi imaginer, qu'on va pouvoir même voir. Et puis l'eau, évidemment, c'est un habitat écologique, donc si tous les paramètres de l'eau changent, on va probablement voir des communautés biologiques qui vont changer. Alors, à quoi ça va ressembler? Moins de glace, ça peut ressembler à ça. Donc, je vais vous parler d'eau, mais vous voyez que très vite, c'est plus de l'eau. Le problème, c'est que c'est les transports qui sont impactés. Et effectivement, pourquoi ça tenait avant? Ça tenait avant. Alors évidemment, vous allez me dire, les montagnes, elles se sont tout le temps érodées. Et si on a des sédiments dans les rivières, c'est que ça fait très longtemps qu'il y a de l'érosion. Et évidemment, mais il va y avoir plus d'érosion. Il y a du permafrost, même en France, qui va plus tenir aussi bien et qui va se déliter plus vite. Et donc, il y a plein d'endroits où on pouvait passer avec la route en hiver sans problème, où là, on ne va plus pouvoir passer. Bon. Moins de glace, moins de neige pour alimenter cette glace, ça veut dire aussi que pour les fleuves qui avaient des régimes niveaux pluviaux ou bien pluviaux niveaux qui étaient largement dépendants de cette accumulation d'un, comment on dit un couvert neigeux qui fond au printemps, et puis voilà, eh bien en fait on ne va plus avoir cette fonte de printemps. Or cette fonte de printemps, elle a été utilisée par les hommes, elle a été utilisée par les constructeurs de barrages pour stocker de l'eau que du coup on utilisait pour les mois de juillet ou de septembre et pour faire des activités qu'on n'aurait pas pu faire sinon à ces mois-là. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de l'hydroélectricité, parce que c'est une demande qui est sur toute l'année. Alors c'est vrai que c'est plus pour l'hiver, mais du coup on peut même utiliser des crues de printemps pour turbiner l'hiver. On peut même
ben voilà, irriguer des plantes qui ont particulièrement leurs besoins en eau à des périodes où, dans les régimes niveau pluvial, il n'y en a pas. Et on va pouvoir aussi, puisqu'on va avoir des barrages qui vont soutenir les étiages, c'est-à-dire qui vont mettre dans la rivière plus d'eau au moment où d'habitude il y en a moins, et donc assurer une sorte de lissage du débit. Et bien ça, c'est super intéressant pour des gens qui rejettent des polluants, notamment toutes les villes. Toutes les villes qui disent « j'ai besoin de rejeter parce que voilà, mes citoyens, mes habitants consomment de l'eau en permanence et la salissent. Ces eaux usées, il faut les traiter, mais du coup, pour rejeter, il va falloir nous dire à quelle performance d'épuration vous voulez qu'on traite. Et ça dépend de la capacité d'accueil du milieu récepteur. Ça dépend du débit des rivières. Le débit des rivières, et notamment quand il a été bien lissé, il permet de diluer une forme de pollution. Donc, du coup, on n'est pas obligé de mettre de l'eau distillée dans la station d'épuration. La station d'épuration, elle va enlever une partie de pollution, mais il y a des éléments en azote, en phosphore, en matière organique, qu'on va pouvoir laisser un peu parce que ça sera dilué. On va tenir compte à chaque fois de la capacité de dilution des cours d'eau. Et comment on la calcule? On la calcule en fonction de ce qu'il est légitime d'attendre. Et s'il y a des barrages qui régulent depuis 30 ans le débit, il est légitime d'attendre que ce débit soit soutenu par ces barrages. Et là, on peut déjà s'attendre à ce que, du coup, quand il n'y a plus dans les barrages la neige qui a fondu, qui a permis de les remplir, ou un ruissellement suffisant l'hiver, eh bien, on ne va plus pouvoir diluer les effluents de nos stations d'épuration qui ont été calibrées pour ça. Et puis, évidemment, si on n'a plus assez d'eau l'été, il y a un certain nombre d'activités qui vont être pénalisées. Alors là, je vous ai mis des activités de loisirs, mais vous pouvez penser, par exemple, à des épisodes où on a fermé la navigation marchande sur le Rhin. Et là, les enjeux financiers sont considérables. Ce n'est pas qu'ils ne soient pas importants pour les kayakistes, mais ce n'est pas la même échelle. Alors, petit zoom sur Toulouse. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont de la région, qui connaissent la ville de Toulouse. Alors, si vous connaissez Toulouse, il y a en centre-ville un seuil sur lequel on s'aperçoit qu'il n'y a pas toujours énormément d'eau, mais peu de gens ont vu ce seuil sans eau. Alors qu'au XIXe siècle, il y avait plusieurs fois où on pouvait traverser à gué la rivière, la Garonne, à Toulouse. Alors évidemment, ce n'était pas tous les ans, mais ça existait. Ce qui se passe, c'est que maintenant, on a des barrages qui soutiennent les étiages, qui assurent aussi une production hydroélectrique, qui assurent aussi un soutien d'étiage pour les rivières et les pompages agricoles. Et on n'a plus de période où la rivière est quasi asséchée à Toulouse. On a tout le temps un miroir d'eau important, enfin une surface en eau. Et pourquoi on a ça? Eh bien, en partie parce qu'on s'est donné les moyens de l'avoir, et puis on a mis derrière des outils d'action publique qui rendent maintenant nécessaire qu'il y ait cette eau. Et donc, je vous parlais des stations d'épuration qui ont été calées sur des débits auxquels on pouvait s'attendre, on pourrait dire de façon régulière. Eh bien, voilà, maintenant, on les a, ces stations d'épuration. On a même, à Toulouse, envisagé le pire. C'est-à-dire que jusqu'à il y a un peu plus de 20 ans, il y avait à Toulouse une usine qui produisait des engrais et des explosifs à partir d'azote. Et on avait imaginé que cette usine, elle pourrait avoir un incendie, par exemple. Et auquel cas, on se doutait que les pompiers arriveraient, mettraient de l'eau, et ça ferait une eau qui serait très chargée en azote, en l'occurrence très chargée en ammonium. Et s'il y a bien un truc que les poissons n'aiment pas vraiment, c'est l'ammonium. Et ça fait mourir tous les poissons de la rivière. Et donc, pour empêcher ça, on avait même calculé le risque d'effluents azotés de cette usine en cas d'incendie. Bon, cette usine, elle a explosé. C'est AZF. Et donc, il n'y a plus AZF. Et donc, le calcul qui avait été fait sur les bureaux des ministères pour calculer combien il fallait maintenir d'eau à Toulouse en cas de, maintenant, on le maintient
pour d'autres raisons. Mais on ne peut plus dire que ce soit absolument nécessaire sur la base de ce qui était autrefois. Mais en fait, AZF, ça a été un premier cran, mais ensuite, on n'a pas arrêté de cranter cette décision, parce que du coup, puisqu'on avait cette eau à Toulouse, on pouvait aussi caler la station d'épuration derrière, on pouvait aussi caler les prélèvements pour l'eau potable, on pouvait aussi... Voilà, quand l'eau est là, eh bien, on peut imaginer plein d'usages. Et puis, ces usages, eh bien, ils deviennent donnés. Qui imaginerait parmi vous d'ouvrir ce soir le robinet d'eau potable et de ne pas avoir d'eau au robinet? Alors, évidemment, c'est arrivé. C'est arrivé même dans beaucoup de communes en France, en 2003, en 2022, en 2023. Ça arrive encore. Mais en fait, si on va bien regarder dans ces villages auxquels c'est arrivé, on se rend compte que souvent, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les habitants n'ont pas eu de rupture au robinet parce qu'on a fait venir des camions-citernes qui ont remis de l'eau dans le réservoir et donc ça s'est fait en chambre. Et les personnes n'ont pas vu qu'en fait, leur eau, elle avait été en camion. Même si on les a sûrement informés qu'il fallait quand même moins consommer. Les personnes qui ont dû boire de l'eau en bouteille, ça c'est vraiment dans les cas les plus extrêmes, sont moins nombreux. Et en fait, en France, globalement, on vit peu ça parce qu'on est majoritairement dans des très grandes villes qui ont bénéficié au 19e et au 20e siècle d'infrastructures qui sont allées chercher l'eau super loin. Et donc, la ville de Paris, par exemple, a des prélèvements en Normandie. Elle a des prélèvements en Seine-et-Marne. Et donc, effectivement, on peut dire qu'elle a une activité un peu tentaculaire sur des ressources bien plus grandes que son propre périmètre, et du coup, ça lui assure une certaine résilience. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai pour la banlieue, qui pompe directement dans la Seine, dans l'Oise, dans la Marne, mais là aussi, c'est des cours d'eau, bon, c'est un peu... Les œufs ne sont pas tous dans le même panier, et donc, globalement, les agglomérations, elles ont sécurisé un certain nombre d'approvisionnements, elles ne seront pas les premières à voir les défaillances de ces systèmes socio-techniques qui ont été inventés pour assurer un certain nombre d'usages de l'eau dans une situation de confort en misant sur une régularité calée sur des statistiques de présence de l'eau. Et donc ça, c'est tout le savoir des hydrologues de dire, voilà, on pouvait compter là-dessus. C'est aussi leur savoir de dire, on ne va plus pouvoir compter là-dessus. Je vous ai dit que à l'été 2022, les réductions de charges sur le Rhin pour la navigation étaient importantes. Elles ont été, selon le type de navire, jusqu'à 70%. Ça veut dire qu'il y a des bateaux qui naviguaient quasiment à vide. Et là, évidemment, dans ces cas-là, les exploitants demandent l'annulation des expéditions. Il y a des surtaxes, il y a des frais inattendus. Il y a toute une économie qui découvre que ce qu'elle prenait pour acquis, ça n'est plus acquis. Alors, on est dans une situation où non seulement le climat change, et du coup, les patterns de répartition de l'eau, la manière dont les pluies arrivent, la manière dont les rivières amènent ces débits, la manière dont ça s'accumule en neige ou pas, etc. Tous ces patterns de distribution, tous ces motifs de présence de l'eau dans la nature et dans notre environnement changent, mais dans le même temps, on a aussi beaucoup modifié le paysage. Et on a créé plus de barrages. On a créé plus de barrages, mais les barrages, ils ne retiennent pas que l'eau. Ils retiennent aussi les sédiments. C'est juste pas de chance. Mais effectivement, l'eau, et l'eau telle qu'elle a sculpté la planète bleue, eh bien, elle l'a sculptée en enlevant de la matière et en l'amenant dans les océans. Et sur le chemin, ce n'est pas linéaire. Donc, ça s'accumule à l'occasion des crues. Là, je vous ai mis une photo. C'était un verger. Bon, évidemment, la personne qui possède ce verger a vu disparaître plusieurs de ses arbres et voit un sol qui n'est plus propice à la culture parce que tout d'un coup, la rivière, elle a déchargé une quantité de gros blocs, comme le font souvent les rivières en tresse, dans des endroits qu'on ne peut pas vraiment prévoir parce que le débit sédimentaire, c'est un peu comme un tapis roulant alimenté par les rivières, sauf qu'il faut penser à ce tapis roulant pas du tout de façon aussi régulière qu'un tapis roulant de la RATP, mais comme quelque chose qui serait hyper, avec des à-coups, parfois qui durent à une fréquence de 100 ans. Donc pendant 100 ans, aucune inondation, puis tout d'un coup, des blocs comme ça.
Et donc ça, évidemment, on ne s'y est pas vraiment préparé. Et quand on a des barrages, on ne voit même plus ça. Donc c'est même pas qu'on ne le voit pas souvent, mais c'est qu'en plus, si on le voyait tous les 100 ans, là on ne le voit plus parce que ça va se faire, ça va être régulé par les barrages. Il y a des grosses charges qui vont arriver puis qui vont rester dormantes dans les barrages. Et vous avez sur la planète énormément de barrages qui sont plus tellement capables de retenir de l'eau parce qu'en fait, ils ont retenu tellement de sédiments qu'ils sont complètement pleins de sédiments. Alors, si on dit plus de sédiments dans les barrages, ça veut dire qu'il y en a moins à l'aval des barrages. Est-ce que c'est grave? Oui, c'est un peu embêtant, parce que là encore, on s'est attendu à ce que ces sédiments se mettent régulièrement dans la rivière, et que du coup, le lit des rivières, il soit stable. Et d'ailleurs, vous avez peut-être appris dans des travaux sur la géomorphologie qu'il y a un profil d'équilibre des rivières. Et cet équilibre, il dépend de la charge qui arrive en moyenne assez régulièrement. Et si cette charge, elle n'arrive plus, eh bien, le profil d'équilibre de la rivière, il descend. Alors, sur la photo que je vous ai mise, vous avez un pont dont les ingénieurs ont calculé les fondations, ont stabilisé les enrochements pour éviter de l'affouillement, et vous voyez que la rivière, elle est passée dessous. Et elle affouille à un endroit, ce n'était pas vraiment prévu. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la charge en sédiment, qui d'habitude arrive jusqu'aux fondations, elle s'est vidée, elle s'est déstockée, parce que le pouvoir érosif de l'eau, lui, il ne diminue pas forcément. Et donc, si vous avez les mêmes crues en quantité de débit, ça a un pouvoir érosif. S'il n'est pas dissipé par des sédiments qui viennent de l'amont, il va se dissiper avec des sédiments que la rivière elle va prendre ailleurs, et en l'occurrence au fond. Donc, notre tapis roulant, en fait, il s'enfonce parce qu'il a besoin d'une charge. En fait, il a une capacité à faire rouler une charge. Si jamais elle n'est pas là, eh bien, il la prend là où il la trouve. C'est-à-dire qu'effectivement, elle pourrait ne pas être dissipée du tout si vraiment tout était complètement... si on atteignait le socle, qu'on ne pouvait plus éroder rien, que c'était très, très, très résistant. Mais là, comme il y a des moments qui sont des endroits qui ne sont pas très résistants, tous les moments un peu fragiles, voilà, la rivière les remet en suspension. Lors de son mouvement, l'eau entraîne des sédiments qui, au fur et à mesure de leur cheminement, se transforment en galets, en gravier, en sable, en limon et même en argile. Ils se déposent à des endroits différents en fonction des débits. Au fond des lits, quand les débits diminuent, lors des crues, quand les vitesses fortes se réduisent dans les plaines. Et lors des crues, ces sédiments sont déposés et ils reprennent leur course quand les vitesses sont de nouveau élevées. Je voulais dire autre chose, mais... Ah oui, je voulais dire qu'en plus, bien, nos prédécesseurs ont bien compris ce phénomène-là. Ils ont vu qu'en fait, ces sédiments, ils n'étaient pas là définitivement. Ils étaient régulièrement repris par les débits. Et donc, en fait, que sur ce tapis roulant arrivait en permanence une charge qu'en fait, on pouvait utiliser. Et si vous faisiez un petit trou dans la rivière, eh bien, il se comblait régulièrement, naturellement. Et donc, ça, c'était formidable. En fait, ça a donné des idées de gravière à plein de gens, dans plein de cours d'eau, et tous les cours d'eau se sont enfoncés. En France, on a en moyenne des cours d'eau qui ont perdu entre 1 et 10 mètres parce que la charge sédimentaire a été utilisée pour d'autres choses ou bien elle a été retenue dans des barrages. Ces sédiments qui ne sont plus transportés par les fleuves, ils n'arrivent plus non plus dans les deltas ou sur les côtes. Et comme par ailleurs, il y a des forces érosives en mer qui augmentent du fait de l'augmentation du niveau des mers, eh bien, on a des situations d'érosion littorale très fortes. Là, je vous ai mis l'immeuble du Signal sur la côte aquitaine. En fait, c'est des images qu'on peut trouver partout. Donc, cet immeuble qui avait été construit pour être les pieds dans l'eau et offrir à des estivants une vue imprenable a dû être détruit faute de résilience, enfin en tout cas de pouvoir assurer la sécurité des habitants à long terme. Autre chose sur lesquelles on peut imaginer que le changement climatique, on va le ressentir à travers l'eau, eh bien, c'est qu'on risque d'avoir moins d'eau dans les nappes. Alors,
pas à cause du changement climatique uniquement, aussi parce que les paysages se sont artificialisés. Et donc, quand il pleut, et quand il pleut parfois avec des épisodes plus violents, parce que le climat qui se réchauffe, ça fait plus d'énergie dans l'atmosphère, ça fait des épisodes qui sont potentiellement plus violents, et bien malheureusement, en même temps, les sols se sont imperméabilisés. Et donc on va avoir à la fois des épisodes plus violents et des sols qui vont moins retenir une partie de l'eau. Donc en fait, on va avoir plus d'eau qui va arriver, ruisseler dans les villes. Et puis, malheureusement, comme elle va être vite évacuée, elle ne va pas non plus recharger des nappes qui pourraient, parce que vous savez peut-être que les écoulements dans les nappes sont beaucoup plus lents que les écoulements en rivière, eh bien, recharger plus lentement les rivières après. Donc, après un épisode violent d'inondation et par ruissellement, on peut très bien avoir des rivières qui soient très vite très sèches. Mais on peut aussi, du fait que les nappes se rechargent moins, avoir une sorte de substitution dans ces nappes entre des cavités qui étaient remplies d'eau qui vont être remplies d'air. Et en fait, je vous le disais en introduction, ça risque de ne pas avoir la même portance. Ça peut avoir des effets. Et ça en a. Donc, vous avez un problème de subsidence dans les deltas qui est lié au fait qu'on pompe plus dans les deltas. Et donc, les nappes se rechargent moins aussi parce qu'on les pompe plus. Enfin, donc, elles sont surexploitées. Et dans les deltas, et c'est vrai sur le Mississippi, c'est vrai sur le Mekong que vous avez ici, on a des piézomètres qui nous montrent que l'eau s'est effondrée, mais aussi que le sol s'est effondré. C'est-à-dire que, en fait, l'eau qui était dans les nappes, elle portait le sol. Et le sol, du coup, il s'effondre. Et je ne sais pas si vous avez vu, récemment, il y a eu un film sur les dolines en Turquie, qui était un film d'une fiction. Ça s'appelait Burning Days, et ça a été à l'écran il n'y a pas très longtemps, où on voit ces énormes formes karstiques qui, tout d'un coup, font un gouffre, mais du coup, les maisons s'écroulent. Donc, avoir de l'eau dans des aquifères, y compris dans des aquifères assez rapides comme les karstes, ça tient. Et quand la pierre appuie plus que sur du vide, elle tient moins. Et quand c'est du sol qui est comme du sable, et ben là aussi, ça va tenir moins. Et donc, en fait, on a plusieurs cas de subsidence dans les deltas qui sont liés à ces manifestations du changement du cycle de l'eau qui, je le dis à nouveau, on ne peut pas dire c'est juste le changement climatique ou c'est juste les usages de l'eau qui se sont... C'est les deux en même temps. Parce que si on pompe plus dans les nappes, c'est aussi parce qu'il y a plus de besoins, c'est aussi parce qu'on a plus chaud, c'est aussi parce qu'on fait plus d'activités. Voilà. Et donc, en fait, globalement, on est confronté à des deltas qui s'effondrent. Je venais de vous montrer une carte du Mekong, je vous montre une carte du Mississippi. Alors l'ouragan Katrina, c'est ancien, on a eu plein d'autres ouragans depuis, mais la Louisiane, en fait, elle est tellement... Enfin, si elle a été si inondable, c'est aussi qu'elle est particulièrement vulnérable parce qu'elle a maintenant des terres qui sont sous le niveau de la mer, comme aux Pays-Bas, en fait. Et donc, ça tient par des digues, mais il faut comprendre que ces digues, elles sont quand même... voilà, elles sont un peu contre... c'est le cas de le dire, contre l'Atlantique, c'est pas les digues contre le Pacifique, mais c'est vraiment l'océan qui ronge. Et si vous regardez, alors j'ai malheureusement pas trouvé une photo assez piquée et contrastée, mais en bas à droite, ce que vous voyez, c'est un champ cultivé en Louisiane, et à l'arrière-plan, vous voyez des bateaux qui passent, et donc vous voyez que le champ, il est un peu creux, et vous voyez surtout que son niveau de base, il est bien en dessous du niveau du fleuve. Et donc ça, c'est typique d'un paysage où il y a eu subsidence des terres. Alors parfois, c'est lié aux Pays-Bas à des lacs qui ont été asséchés, donc le fond du lac était peut-être déjà sous le niveau de la mer, mais en fait, comme c'est aussi des zones dans lesquelles les sédiments sont très riches en matière organique, quand ils sont dépourvus d'eau, eh bien, ils s'oxydent. Et la matière organique qui s'oxyde, elle se dissipe, et donc ces sols, ils se réduisent, et donc ils se consomment un peu comme s'ils se consumaient. Et donc il y en a moins, et donc ça s'effondre aussi. Donc même aux Pays-Bas, ça subside. Et puis alors l'exemple que j'aime beaucoup donner, c'est celui de la nappe de la vallée centrale de Californie.
Et donc, en Californie, on a énormément pompé dans les nappes pour faire de l'irrigation. Et comme la température augmente chaque été, on pompe de plus en plus pour irriguer et maintenir une température. Sachez que les vins californiens sont climatisés avec de l'irrigation. Alors, ça a un effet. C'est que, originellement, vous voyez que sur la carte du relief, on voit bien qu'il y avait un creux à cet endroit-là. Et effectivement, il y avait une sorte de grand lac qui était en fait une sorte de grande tourbière. Qui dit tourbière dit beaucoup de matière organique. Et puis, bon, bah, on a pompé. Et le service américain, l'USGS, a fait un montage photographique parce qu'évidemment, quand le sol s'effondre, il ne laisse pas des poteaux comme ça autour de lui. Mais on peut remettre pour la photo un poteau où on note à quelle hauteur était le sol à des années différentes. Et donc, tout en haut, vous avez, je crois, 1925. Et puis, vous voyez que la photo a été prise en 1977. Je peux vous dire que c'est pire aujourd'hui. Donc, la vallée centrale de Californie, elle s'est effondrée. Et quand elle s'effondre, bah oui, c'est un problème d'eau, bien sûr. Mais derrière, ça veut dire qu'il y a des routes qui ne tiennent plus. Ça veut dire qu'il y a des infrastructures qui avaient été conçues pour que, par gravité, il se passe un certain nombre de choses. Bah, la gravité est dans l'autre sens. Bon, donc, ça ne marche plus. Nos attentes, par rapport à des motifs connus, sont déçues. Et puis, il y a des zones où on pompe en permanence, pas forcément parce qu'on a besoin de l'eau, mais au contraire parce qu'on ne voudrait pas trop cette eau. Alors, je vous ai mis un exemple à Paris. À Paris, on n'a pas le métro qui est inondé en permanence comme sur la photo de gauche, mais c'est parce qu'en fait, on pompe en permanence pour que nos infrastructures souterraines soient hors d'eau. Et donc, on peut penser à plusieurs choses. On peut penser que s'il y a des grosses inondations, qui sont souvent des inondations de nappes sur la Seine, on aura des stations de pompage qui seront dans l'eau. Et ça, l'électricité, ça ne marche pas très bien quand on est dans l'eau. Alors, il y a des pompes de secours, il y a plein de choses. Mais en fait, c'est un peu Shadok parce que ces pompes de secours elles-mêmes, où est-ce qu'on les met? Est-ce qu'elles fonctionnent au moment où la crue arrive, etc. Ça demande beaucoup d'infrastructures qui sont là pour prendre le relais sur des choses qui ont été risquées, en fait. Voilà. Et donc, un de nos collègues, M. Maillot, a fait une modélisation en 2019 de Paris. Et ce que vous voyez, donc j'ai remis la carte de Paris avec ces deux bois de Boulogne et de Vincennes sur la carte. Et vous voyez que sans pompage, on a des niveaux de la nappe qui sont à 6-7 mètres à certains endroits. Pour la crue de 1955, mais que grâce au pompage, on ramène ça à un niveau zéro, qui est le niveau pour lequel tout fonctionne bien. C'est évidemment pas le niveau de l'altitude zéro, mais c'est le niveau où les RER et les métros peuvent fonctionner, et notamment la ligne 14 qui va particulièrement profond et qui serait un couloir d'amener de la crue de la Seine en cas de pépin. Et donc, en fait, on vit en permanence avec une eau d'exor. Voilà, c'est ça aussi, un bassin versant artificialisé. C'est un bassin dans lequel les écoulements ne suivent pas forcément les pentes parce qu'il y a des pompes en permanence qui consomment de l'énergie, voilà, et qui ont aussi une empreinte particulière. Et beaucoup de villes sont sur ce principe très dépendantes d'infrastructures qui maintiennent au quotidien l'absence d'eau. Bon, il y en a qui ne sont pas au quotidien en train de pomper, encore que les Pays-Bas, on pourrait dire qu'il y a beaucoup d'endroits où ils pompent en permanence, mais on peut alors être... c'est pas inintéressant de voir jusqu'où sont allés les Pays-Bas dans la lutte contre l'eau et le changement climatique en termes d'adaptation. Ils ont fermé leurs rivières. Donc, ils ont barré l'Escaut occidental, ils ont barré la Meuse. Alors, évidemment, on ne peut pas barrer un fleuve, hein, sinon ça inonde en amont. Mais au moment où l'océan est, enfin, la mer du Nord est assez haute en cas de tempête, et notamment quand le vent pousse la mer contre le continent, eh bien, ils vont fermer les portes. Ça veut dire que dans ce type de situation, toute l'eau que le fleuve apporte, elle va être pompée par-dessus le barrage. Donc, ça veut dire qu'on est très dépendant dans ces situations-là des infrastructures techniques. On a intérêt que ça marche, quoi. Parce que, par ailleurs, s'ils ont conçu et s'il y a eu un débat public qui a porté
pour ces infrastructures-là? Eh bien, c'est notamment parce qu'en 1953, il y a eu un raz-de-marée sur les Pays-Bas qui a causé des milliers de morts, et donc il y a eu une sorte de sursaut de plus jamais ça. Mais néanmoins, dans les années 70, quand ils ont construit ces barrières anti-tempête un peu partout, et qu'ils ont dû sacrifier du coup des nurseries de pêche et des écosystèmes estuariens assez intéressants, il y a eu un débat. Il y a eu un débat très intense avec les écologistes qui étaient un des partis au gouvernement à l'époque. Et ça ne s'est pas fait sans compensation, donc ça s'est fait, mais ça a profondément modifié la façon de penser l'aménagement des fleuves. Et du coup, ils ont aussi revu à l'amont des plans d'aménagement pour sortir plein de maisons du lit majeur des fleuves et donner un peu plus d'espace aux rivières pour que ça puisse aussi inonder un peu plus. On reviendra sur l'exemple si vous avez envie d'en discuter. J'aurais plein de choses à dire sur cet exemple-là, mais je voudrais juste continuer pour vous dire que, à nouveau, ces changements hydrosociaux, ils sont aussi des changements pour des non-humains. Et donc, il y a des tas de petites bêtes qui vivent dans l'eau, qui dépendent de conditions qui, un peu comme nous, on peut dire, mais de façon moins structurante, ont des attentes sur la présence de l'eau à certains moments de leur cycle de vie pour pouvoir se reproduire. Alors, je ne sais pas, on ne peut pas dire des attentes parce que ce n'est probablement pas conscient, en tout cas pas pour tous les animaux. Mais en tout cas, si ces conditions ne sont pas remplies, eh bien, ces animaux vont disparaître parce qu'une des étapes dans leur cycle de vie ne va pas pouvoir être remplie. Mais la présence de l'eau à des endroits où on ne l'attendait pas, ça va être aussi une opportunité pour des espèces qu'on n'attendait pas. Et par exemple, l'abondance de nitrate ou de phosphore dans les rivières, ça va être une aubaine pour les ulves sur la côte bretonne. Voilà, ça va pulluler, on va avoir ces marées vertes qui sont bien vues comme motifs dans l'espace public, et pour autant on a du mal à changer la trajectoire de cette région qui s'est construite sur un progrès agricole important et dont les élites sont très porteuses de ce modèle. Et par ailleurs, il y a aussi d'autres espèces qui peuvent proliférer quand l'eau se met à des endroits où on ne l'attendait pas et se réchauffe. Et vous avez sûrement entendu les proliférations de moustiques. On a démoustiqué récemment le 13e dans Paris, notamment parce qu'on craignait des épidémies de dengue ou d'autres maladies tropicales qui sont transmises par le moustique tigre. Donc voilà pour vous dire que l'eau, c'est probablement un vecteur de nouveaux motifs de présence et d'absence ou de distribution de cette eau, pas aux endroits où on les attend, mais comme on a dans notre façon d'appréhender notre environnement des motifs bien appris qui ne sont pas ceux-là, il va y avoir un décalage entre nos attentes et les motifs vraiment présents. Tout l'enjeu, ça va être de ne pas en rester aux motifs et de comprendre qu'on ne peut pas juste mettre un petit tricot stérile sur l'attente déçue pour la satisfaire malgré tout. Il va falloir profondément revoir des modèles de production, se demander est-ce que vraiment ça, on en a besoin, est-ce qu'on peut s'en passer, est-ce qu'on peut le remplacer, comment est-ce qu'on compense les perdants, les gagnants, parce qu'il y a eu des grands gagnants, mais il y a eu aussi des perdants. Et en fait, quand on essaye de revoir la distribution et l'allocation d'eau, eh bien, en fait, il y a toujours des perdants. Imaginez pas qu'il y ait des solutions win-win. C'est une façon de dépolitiser les enjeux. Il y aura toujours des gens qui avaient des attentes importantes vis-à-vis de l'eau. Si on réalloue l'eau différemment, forcément, on ne va pas inventer de l'eau nouvelle, il y en aura moins. Et donc, toutes les solutions qui imaginent que, du coup, on pourrait peut-être réutiliser les eaux usées. Celles-là, elles n'étaient pas utilisées. Ah, non, celles-là, elles n'étaient peut-être pas utilisées, mais celles-là, elles étaient de nouveau dans les rivières. Et dans les rivières, elles servaient des espèces et elles servaient aussi, probablement d'usage plus à l'aval. Et donc, en fait, ce n'était pas une eau pas utilisée. C'était simplement qu'à l'endroit où on y pense, on oublie qu'il y a des usages aval.
Et ça, c'est un phénomène qui s'appelle l'invisibilisation. C'est le cadrage. Si on cadre juste sur la station d'épuration, c'est vrai que ça a l'air bête de rejeter ça à une rivière qui n'est pas dans notre système. Mais ce n'est pas votre système, c'est le système de quelqu'un d'autre. Et l'eau, c'est un système de relais. Et donc, voilà, il y a des impacts importants qui se transmettent. On vit donc à une époque où on a des vulnérabilités qui se révèlent au fur et à mesure, qui n'étaient pas imaginées. Alors, je vous ai parlé de secteurs qui avaient plus ou moins anticipé. Évidemment, l'agriculture, elle a anticipé depuis super longtemps. Le patrimoine culturel a moins anticipé. Là, vous avez une photo des manuscrits de la Torah qui étaient conservés dans les archives de Florence. Bon, bah, ça a été inondé. On n'avait pas forcément pensé que les archives, elles étaient un endroit inondable. Voilà, le patrimoine culturel n'est pas étanche à ce qui se passe autour de lui. Il y a des politiques qui peuvent penser que bon, quand on est dans la culture, on ne va pas s'occuper des histoires d'ingénieurs. Bah si, il faut aussi le penser. On a des vulnérabilités ignorées. Et puis, on a des infrastructures, voilà, les stations d'épuration, les stations de pompage, qui consomment, qui émettent du carbone. Et là aussi, on peut y réfléchir. Si vous pensez, qu'est-ce qui se passe dans une station d'épuration? En fait, dans une station d'épuration, on hérite d'une eau dont on s'est servi pour transporter des déchets. Si on n'avait pas utilisé cette eau, d'ailleurs, avant, on ne le faisait pas, on transportait ces déchets dans des carrioles. On avait des pots de chambre qui s'accumulaient dans des fosses, puis ces fosses, ensuite, on les donnait à des personnes qui évacuaient ces déchets en dehors de la ville. Ça veut dire que chaque ménage avait à gérer son déchet, ses ovanes, on appelait ça, et il n'y avait pas de tout à l'égout. Et donc, on devait gérer ça. En fait, on s'est dit, mais en fait, si on a plus d'eau qui arrive, on va pouvoir diluer tout ça, puis envoyer ça dans des tuyaux. C'est très, très astucieux, et surtout, ça libère un temps qu'on peut passer à autre chose. Donc, on a un confort. On peut évacuer ces ovanes dans les égouts, dans des réseaux unitaires ou des réseaux séparatifs, c'est une autre histoire. Mais surtout, les stations d'épuration, elles récupèrent un effluent qui n'est plus du tout celui que récupéraient les valorisateurs de ces effluents au 19e, qui en faisaient de l'engrais pour les activités agricoles, parce qu'en fait, cet engrais, il est très, très, très dilué. Et donc, sa valeur économique est très, très faible. Puis en plus, il y a des métaux lourds, il y a plein de pollutions qui se sont ajoutées à ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser de l'énergie pour concentrer cette matière organique, essentiellement organique, et puis ensuite, souvent pour la brûler, parce qu'en fait, dans les champs, ces pollutions ne sont pas très souhaitables. Et donc, en fait, on va utiliser 2 fois de l'énergie, alors qu'en fait, c'est quoi cette pollution organique? C'est de l'énergie, en fait. Donc, on marche un peu sur la tête. Si on avait séparé à la source ces déchets, on n'aurait peut-être plus les valorisés de façon beaucoup plus économe. Mais maintenant, voilà, on a nos toilettes qui ne sont pas sèches, qui sont raccordées, et c'est tellement facile et tellement commode. Et moi, la première, je me souviens d'une discussion avec un collègue qui me disait « Oh, maintenant, mais comment, en travaillant sur l'eau, tu n'as pas de toilettes sèches ?» Je lui disais « Oui, c'est vrai. Bon, d'abord, il faudrait que j'ai quand même un peu de copeaux, de matière solide, de copeaux de bois que je n'ai pas, ou de paille. Bon, et donc, il faudrait remplacer l'eau par quelque chose que je n'ai pas non plus, la sciure. Et puis en plus, après, il faut l'emmener, quoi. Et qui est-ce qui fait ça chez toi? Il me dit « Ah, ça, je ne sais pas, c'est ma femme. » Donc, il y a ça aussi. Si vous voulez, l'eau qui transporte, c'est bien commode. Ça évite un travail qui n'est pas toujours équitablement distribué. Mais ces infrastructures qui nous apportent un certain confort, y compris à des membres de la société qui ne sont pas tous au même statut, elles ont une empreinte. Et donc, il y a une empreinte carbone des digues, il y a une empreinte carbone des barrages, il y a une empreinte carbone de l'élevage. Et tout ça, c'est des habitudes qui ne sont pas que des habitudes de consommation, qui sont aussi inscrites dans des infrastructures pour lesquelles, même si vous vouliez prendre d'autres choix, en fait, ça serait très, très compliqué. Ça ne dépend pas que des individus, ça dépend de choix collectifs. Bon, les stations d'épuration, c'est aussi des zones qui émettent beaucoup de méthane. Et puis, alors j'ai mis méthane, mais je crois qu'en fait, c'est du protoxyde d'azote qui est aussi... qui fait
qui contribuent aux effets de serre. Donc en fait, la gestion de l'eau, on ne l'a pas pensée vis-à-vis de la question du carbone, et on s'est adapté parce que le climat n'a pas changé trop vite, on a pu compenser avec beaucoup d'eau. Et puis cette eau, bah, voilà, à un moment donné, ce qu'un collègue appelle la clôture du bassin, c'est-à-dire on a tiré tout ce qu'on pouvait, là maintenant, il n'y a plus qu'à prendre l'eau du voisin, on voit à qui on la prend. Avant, on ne voyait pas. Ce n'est pas qu'on ne la prenait pas à quelqu'un, on la prenait à des nappes, et à l'aval, ça servait probablement à des usages conchilicoles, quand ça diluait davantage la mer sur le littoral. Il y avait du coup des espèces qui se développaient, qui étaient propices à ces zones un peu saumâtres. Bon, alors ça s'est salé davantage, on n'a pas forcément tous vu que, bah oui, il y avait des huîtres qui avaient plus de difficultés, et puis peut-être des tas d'espèces qu'on ne valorise pas. Donc il y a eu des perdants, mais ces perdants, pendant longtemps, on ne les a pas trop vus. Et puis il y en a qui étaient tellement disqualifiés que de toute façon, on ne les a pas entendus. Et maintenant, il reste des secteurs assez forts, dont certains ont très bien compris qu'en fait, leur survie économique dépend de l'eau, et sont très présents, et sont présents depuis un certain temps. Et donc, il va falloir se partager, et ça va être une lutte. Malheureusement, si je vous ai montré comment on pouvait voir qu'il y avait des problèmes d'eau et des problèmes hydrosociaux, on ne les voit pas toujours. Et pourquoi on ne les voit pas toujours? Alors là, il y a un travail qui est très intéressant d'une sociologue américaine qui s'appelle Diane Vaughan, qui a étudié The Dark Side of Organizations, où elle regarde comment est-ce qu'on fraude dans les institutions, dans les organisations, comment on a des catastrophes. Donc elle a regardé l'explosion de la navette Columbia, voilà, les trucs qui vraiment foirent complètement. Comment ça a été possible? Et elle remonte la chaîne et elle se rend compte qu'en fait, c'est une série de... On a désamorcé les alertes. Parce qu'en fait, il y en a eu plein. Il y a eu plein de moments où on disait « Ouh, là, c'est un peu dangereux ». Bon, on passe quand même. Et donc, ce désamorçage des alertes, c'est un levier profond pour ne pas voir... alors, il faut dire que plus la compétition pour une ressource est forte, plus on a un avantage concurrentiel à court terme à ne pas voir ces alertes. Donc, on va apprendre aux astronautes qui vont dans des fusées que oui, ça brûle un peu sur le côté, mais ce n'est pas grave. Voilà, on va se désinhiber par rapport à nos craintes. Et puis, on peut même carrément arriver au déni, c'est-à-dire non, mais en fait, il n'y a pas de problème, quoi. Il a fait un peu plus chaud cet été, mais en fait, ça marche encore. Oui, on peut ne pas voir, c'est possible. Et en fait, on peut même dire qu'il y a des institutions qui encouragent à ne pas voir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des institutions qui encouragent à voir. Et donc, vous allez être la génération qui va porter la culture de la maintenance, c'est-à-dire la culture de tout ce qui pose problème. Par exemple, quand je suis arrivée là, il n'y avait pas de personnel technique pour allumer comme il faut. Bon, ça, c'est la maintenance. Ça, c'est en fait tout ce qui porte nos sociétés. On dépend énormément de la maintenance. C'est les gens les plus importants pour le futur. Et il y a de la maintenance dans le domaine de l'eau, comme il y a de la maintenance dans tous les domaines. Et en fait, ces gens-là ont appris tout ce qui pouvait foirer. C'est des gens qui sont des puits de science de tout ce qui va être indispensable pour l'avenir. Ils savent que c'est à cet endroit-là que l'autoroute a été inondée. Ils savent que cette digue-là, elle a déjà lâché. Mais le problème, c'est que, comme ils sont les ouvriers de la maintenance, on ne leur a jamais vraiment tendu le micro pour faire la planification des autoroutes. Pourtant, c'est ça qu'il va falloir faire. Il va falloir reprogrammer nos investissements pour savoir où est-ce qu'ils sont fragiles, où sont nos vulnérabilités, où est-ce que ça a déjà lâché une fois. Et est-ce qu'on peut apprendre de ça? Et est-ce qu'il y a d'autres endroits, ça n'a pas lâché, mais ça ressemble, on pourrait se dire que ça va relâcher encore. Retrouver les témoignages du passage de l'eau et de ses passagers, parce que, comme je vous ai expliqué, l'eau, elle ne transporte pas que de l'eau, elle transporte des sédiments, elle transporte des êtres vivants, elle transporte plein de choses, des pollutions aussi. Et donc, il faut savoir où est-ce que c'est passé ça. Et ça, c'est très important. Ça va être une ressource pour l'avenir de savoir par où l'eau est déjà passée. Est-ce qu'il y a des chances qu'elle repasse là? Quand vous pensez au plan de prévention des inondations, c'est exactement ça qu'ils font. Où est-ce que l'eau est déjà passée? Il y a des endroits où elle est passée en pleine ville. Et ça doit quand même nous faire réfléchir, parce qu'il n'y a personne qui serait
qui aurait envie d'installer sa maison sur une voie de chemin de fer où il y a encore des trains qui passent. Et pourtant, c'est ça qu'on fait quand on s'installe dans le cours d'une rivière, quoi. Et donc, peut-être que si l'eau est déjà passée là, alors c'est vrai qu'elle ne passe pas avec la fréquence d'un train, mais peut-être que ça vaut le coup de ne pas se mettre là. Évidemment, le problème, c'est que ça vaut aussi le coup de se mettre là, en tout cas à court terme. Mais tout l'enjeu, c'est de dire le court terme, ça va quand même nous coûter très très cher. Et donc peut-être qu'on peut essayer de lutter contre ce biais de court terme en pensant à la maintenance. Une autre façon d'instituer dans les organisations cette culture de la maintenance, c'est de parler des presque accidents. C'est toujours dur de parler des accidents. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a eu des gens qui ont perdu des membres ou des vies, et donc les accidents, c'est souvent d'ailleurs les juges qui vont en parler. Mais le presque accident, c'est à nouveau un puits de science. Le fait qu'on a failli se noyer à cet endroit-là, bah, ça devrait nous dire que là, il va falloir repérer que c'est un peu dangereux. Le fait qu'on est passé pas loin d'inonder l'usine nucléaire du Blayais en Gironde avec 7 mètres d'eau dans la centrale, c'est intéressant. Heureusement, ce n'est pas allé plus loin. On aurait supprimé complètement Bordeaux et tout le vignoble bordelais, ça aurait été très dramatique. Mais le fait qu'il y ait eu 7 mètres d'eau dans cette centrale, il doit y avoir un retour d'expérience très intéressant. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont dû rester dans la centrale sans être alimentés en repas pendant plusieurs heures, voire une nuit, 2 nuits, et ils ont beaucoup de choses à raconter sur la façon dont, comment on pourrait s'y prendre la prochaine fois. Alors évidemment, ils ont refait d'autres digues, l'eau avait malheureusement court-circuité la digue et était passée de l'autre côté. Bon, alors ça, maintenant, il y a des digues de tous les côtés, mais quand le fleuve va entourer ces digues, il y aura une île qui va quand même rester une île. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Et donc, voilà. Discuter de ces presque accidents, faire en sorte que ce ne soit pas un tabou, que ce ne soit pas un échec. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui arrive et sa voiture a été toute accidentée. La première chose à faire, c'est peut-être pas de sanctionner le pauvre gars qui a eu son accident, mais peut-être d'apprendre, donc ça a été cet accident. Et pour l'eau, c'est pareil. Dans toutes les manières de gérer l'eau, il y a des choses à apprendre, des choses qui ont presque été très graves. Et puis, comme je le disais, associer la maintenance aux décisions, parce que je pense qu'on apprend énormément, et je vais vous donner une petite anecdote. Il y a beaucoup de services de sécurité civile qui sont très conscients qu'on apprend des situations terribles, et donc ils font des simulations. On va simuler que la centrale nucléaire proche d'Orléans pourrait avoir un problème. Alors on réunit tous les décideurs des différents services qui vont être impliqués au cas où il faille avertir la population que, ben voilà, il y a eu un incident nucléaire, qu'est-ce qu'on fait? Alors ce beau monde se réunit et puis il y en a un qui dit, au niveau de l'information au public, déjà sur l'eau, ce n'est pas un problème parce que l'eau n'est pas en contact avec l'air. Et là, il y a quelqu'un, heureusement, qui est de la maintenance d'un service d'eau, qui dit « Pourquoi l'eau n'est pas en contact avec l'air ?» Parce que dans les châteaux d'eau, là, ce n'est pas en contact avec l'air. Ah bah si. Ah bon? Voilà. Donc, dans ces exercices, associer la maintenance aux décisions, ça va faire prendre conscience à un certain nombre de décideurs que ça ne se passe pas comme ils pensent ailleurs que là où ils s'occupent des choses. L'eau est en contact avec l'air, donc si l'air est contaminé, l'eau va être contaminée. Donc, en fait, on ne peut pas compter là-dessus. Après, il y aura aussi des services des départements qui sont chargés d'aller indiquer sur les routes que, non, là, il ne faut plus passer parce qu'il y a eu un incident nucléaire. Qui va aller mettre le panneau? Est-ce qu'à l'endroit où on met le panneau, on est sûr qu'on ne risque rien? Alors là, à nouveau, les gens de la maintenance, ils vont dire « Ah nous, on ne veut pas que ce soit juste à l'endroit où ça devient dangereux. On voudrait que ça soit un peu plus large. » Et donc, on va négocier avec ces gens de la maintenance parce qu'on a besoin d'eux, parce que leur enseignement est notre condition de survie à tous pour le futur. Dernière chose, la mise en visibilité politique. Parce que là, je vous ai parlé de la mise en visibilité dans les chambres. Voilà, dans les chambres de décision, dans ces ministères, dans ces organisations industrielles ou dans ces organisations
préfectorale, on discute de qu'est-ce qu'il faudrait dire au public au cas où, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'un accident ne se reproduise pas. Mais il y a un certain nombre de problèmes où là, il faut discuter de façon transsectorielle, avec l'ensemble des enjeux, des gens qui se partagent l'eau. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est en mettant l'eau comme un enjeu politique. Et alors là, j'en viens à ce qui, moi, me motive dans mes travaux, c'est qu'en fait, il faut que vous compreniez que ce qui est politique, en fait, c'est un tout petit bout de la vie. Parce qu'on ne peut pas discuter de tout avec tout le monde, pas parce que ça générerait, je ne sais pas quoi, mais surtout parce qu'on n'a pas le temps. Le temps d'attention du public, il est très, très restreint. Et vous imaginez bien que là, vous commencez à en avoir un peu marre de mes histoires, vous avez sûrement plein d'autres choses le soir. Et donc, si j'avais non pas invité des étudiants pour qui c'est intéressant, etc., mais le public en général, à parler des enjeux, de comment est-ce qu'on va vivre avec l'eau sur le plateau de Saclay, eh ben, il n'y aurait pas beaucoup de gens qui seraient venus parce qu'ils ont plein d'autres choses super intéressantes à faire. Et ils ont plein de contraintes, ils ont à aller chercher leurs enfants, peut-être comme vous aussi, ils ont aussi à préparer à manger, ils ont aussi, parfois ils travaillent sur le 3-8, etc. Et donc, en fait, les gens ont peu de temps à passer, à comprendre les enjeux sur l'eau. Et donc, il va falloir leur simplifier la vie. Et qu'est-ce que font les spécialistes de la politique? Ils simplifient en politisant. C'est-à-dire, ils disent, vous croyez que vous n'y connaissez rien à l'eau? Vous pensez que les stations d'épuration, c'est très technique? Mais non, je vais vous dire, il y a des stations d'épuration de gauche, il y a des stations d'épuration de droite. Ça simplifie, ça ne marche pas toujours, mais on va essayer de polariser pour simplifier. Et en fait, le monde de l'eau, il se polarise pas que sur l'axe gauche-droite. Il se polarise sur l'axe productivité-sobriété. Ça, c'est un choix de société que tout le monde peut comprendre. Et effectivement, je vous ai mis une image de méga-bassines qui ont fait les gorges chaudes dans tous les départements, et ce n'est pas fini, parce qu'effectivement, c'est un modèle de société qui se pose à cette occasion. Est-ce qu'on privilégie une production et des conditions pour produire qui seront garanties pour un certain nombre d'acteurs, ou bien est-ce qu'on se dit, non, en fait, les productions qui sont faites à cet endroit-là, eh bien, en fait, on peut s'en passer. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que partout, on doit s'en passer? Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer, mais alors à ce moment-là, ça ne doit pas être du maïs, mais on préférerait que ce soit des choses qui soient plus du maraîchage? Ou est-ce que ça peut être du maraîchage, mais alors on aimerait que ça ne pollue pas les nappes? Ou bien, voilà, on peut peut-être négocier du coup cette production. En fait, ce que j'essaie de vous dire, ce n'est pas qu'il faut choisir entre sobriété et productivité, mais ça doit être un axe où on négocie. OK, on va faire un petit peu de productivité, mais alors, pas n'importe comment. OK, on va faire de la sobriété, mais les perdants, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Comment on les associe? Un autre axe de politisation de l'eau, c'est l'opposition urbain-rural. Et ça, elle est très vive parce que, en fait, les conditions d'accès à l'eau en ville sont très confortables par rapport aux conditions d'accès à la campagne, que ce soit en termes de qualité, que ce soit en termes de quantité. Et donc, ça peut se surajouter à d'autres services qui sont beaucoup plus accessibles en ville qu'à la campagne. Mais là aussi, on peut le retourner de façon positive en disant, si on a besoin de l'eau rurale pour la ville, ou si on a besoin que les gens qui impactent l'eau rurale et que ça a des effets sur la ville, qu'est-ce qu'on leur offre? Est-ce qu'on peut leur offrir des tramways, des bourses scolaires? Vous voyez qu'on n'est pas obligé d'échanger que de l'eau. On peut avoir d'autres formes de compensation. Et là, ça rend très inventif, parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont très astucieuses à bâtir en solidarité urbain-rurale. Il y a aussi un axe de politisation dans le domaine de l'eau qui est public-privé. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a des très grandes boîtes industrielles qui gèrent l'eau, et puis il y a des collectivités qui souhaitent que leur eau soit gérée en régie. Il y a des oppositions idéologiques sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est plus efficace, est-ce que c'est plus inclusif, Bon, là aussi on peut regarder. En fait, la pluralité des systèmes permet de les comparer, de comparer leurs performances, de voir est-ce que le modèle des uns est transposable aux autres, est-ce que les autres peuvent apprendre aux autres. Voilà. Moi, je n'ai pas forcément à vous proposer. Enfin voilà, je pense que de toute façon, l'enjeu, ce n'est pas de choisir, c'est bien de voir que ça permet d'en discuter avec des gens
qui sinon avaient bien mieux à faire. Mais si vous leur dites, vous savez, l'eau, en fait, ça peut être public. Ah bah oui, justement, moi, chez moi, c'est une régie, c'est devenu privé, etc. Là, ça peut, on sent que les passions ne sont pas loin, on va pouvoir leur prendre un peu de leur temps pour leur expliquer l'eau. Et puis, il y a quand même des enjeux de gauche-droite, parce qu'il y a quand même des élus qui se sont engagés pour l'eau, mais par ailleurs, ils sont engagés de façon partisane, et ça colle aux enjeux qu'ils ont défendus. Et ils vont avoir du mal à faire une coalition s'ils sont perçus comme étant trop de gauche, trop de droite, trop écolo, trop autre chose. Un des axes que moi j'aperçois dans mon travail comme devenant assez important, c'est aussi un axe entre des solutions qui sont énergivores et des solutions qui le sont moins et qui sont plus low-tech, avec la possibilité que du coup la réparation soit plus facile, la localisation des compétences aussi. Donc ça, c'est aussi un des axes qui permettent de poser des questions sur les choix qu'on va faire et les trajectoires derrière que ça va déployer, parce que comme vous avez vu, quand on a fait des choix sur des infrastructures d'eau, c'est pour longtemps, et ça a des effets pour longtemps. Donc finalement, les discuter avec ces astuces de polarisation, eh bien, ça me semble être de bonne guerre. Voilà. Je voudrais finir sur le fait que malheureusement, il y a aussi un dernier axe de politisation qui oppose les enjeux de climat et les enjeux de biodiversité, parce qu'il y a des solutions qui apparaissent bonnes pour le climat, mais qui devraient du coup sacrifier des formes de biodiversité. Et il y a effectivement des tas d'acteurs qui s'engouffrent là-dessus en disant oui, bah, la biodiversité, bon, bah, tant pis. Je pense que là aussi, il faut éviter de se faire de réduire la complexité à cette opposition, parce qu'il y a des solutions fondées sur la nature, et puis parce qu'en fait, la question de la biodiversité, c'est les sentinelles de l'eau, d'une certaine façon, cette biodiversité qui a grandi avec une eau qui était dans des conditions qui nous ont permis de vivre, elle a beaucoup à nous apprendre sur comment on va vivre dans le futur aussi. Donc, j'ai encore 2 transparents. Le premier, c'est pour vous parler. Alors, je vous ai parlé de la culture de la maintenance et j'aimerais vous parler de l'heuristique de la crainte. C'est un jargon, c'est un mot qui a été proposé par Hans Jonas, qui est un grand philosophe allemand, qui dit que, en fait, on développe de plus en plus une science à qui on demande de s'articuler avec l'industrie pour produire des brevets, et ça engouffre la science du côté des promesses. Qu'est-ce qu'on peut promettre à la société comme solution ? Eh bien, moi, j'aimerais vous dire que la science, elle peut aussi faire un peu peur. Évidemment, ce n'est pas très sexy. On se dit, wow, bah ça, c'est vraiment des gens qui sont pessimistes, etc. Bon, ce n'est pas moderne. Mais en fait, cette heuristique de la crainte, c'est ça qui va nous sauver. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une société qui euphémise, donc qui ne dit pas les craintes, alors qu'en fait, on a besoin de choisir nos craintes. Et il y a des craintes qui sont vraiment fondées, et ça vaut le coup de les exprimer, sauf que pour bien les exprimer, bien montrer qu'en fait, elles sont fondées, eh bien, on a aussi besoin d'experts. Non seulement des experts de la maintenance, mais aussi des experts qui vont modéliser ces craintes et qui vont les rendre tangibles. Et on va se dire, oui, en fait, on a quand même beaucoup à perdre, même tellement à perdre que peut-être ce n'est pas une bonne idée. Et moi, je crois que par-delà les motifs, donc ces formes et ces motivations qui sont politisées, qui sont visibles, il faut tenir compte d'interdépendances qui se voient moins. Il faut imaginer que ça puisse ne pas se passer exactement comme prévu, parce que c'est déjà arrivé ou parce qu'on ne peut pas compter sur le statu quo. Et ça va nous faire grandir. Parce que croire qu'on a la promesse, voilà, et l'attendre, ça jalonne quand même une histoire de catastrophe dont on pourrait peut-être se passer. Donc aujourd'hui, le débat est monopolisé par ceux qui ont le plus à gagner. La visibilité de l'eau est faible. C'est un enjeu qui est peu repéré, sauf par l'agriculture et l'énergie, et qui apparaît comme très technique. Je vous engage à vous lancer dedans, à le politiser s'il le faut, pour que, effectivement, si c'est l'augmentation du CO2 qui cause le règlement climatique, mais que c'est à travers H2O qu'on le ressent, eh bien, si vous voulez agir pour le climat, engagez-vous pour l'eau. Et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Du coup, est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Oui, bonjour.
D'abord, merci pour votre excellent exposé. Moi, je voudrais... alors, c'est plusieurs peut-être questions. Et puis, m'est venue une idée d'ailleurs. Je regrette presque que Madame, votre prédécessrice, soit pas ici aujourd'hui, parce que je me demande s'il n'aurait pas fallu organiser un débat en présence de tous les interlocuteurs qu'il va y avoir. Parce que justement, à la fin de l'exposé de Madame Delmotte, je me suis posé quelques questions. Et je vois pas, vous n'avez pas forcément amené les réponses, mais vous avez abondé dans les questions que je me posais suite à son intervention. D'abord, Madame Delmotte a... Oui. Alors, justement, la première, ça touche le nucléaire, puisque la conclusion, c'est que voilà, c'est l'augmentation du CO2 qui cause le dérèglement. Ça, elle nous l'a parfaitement démontré. Aujourd'hui, vous nous démontrez, et on le savait effectivement, qu'on a déjà eu quelques petits problèmes sur le refroidissement des centrales nucléaires. Et donc, si on remplace toutes nos énergies fossiles par du nucléaire ou de l'hydroélectricité, comme on nous l'a proposé, ne va-t-on pas avoir des problèmes d'eau? De toute évidence, l'équation est peut-être, est-ce qu'elle est résolvable? Peut-être on peut avoir plusieurs questions, puis comme ça je pourrais les regrouper et faire part. J'en avais une deuxième, alors je vous la pose en même temps. Non, peut-être on peut... Moi, j'avais une question sur... J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, en France, on est un pays qui est déjà particulièrement régulé, avec notamment un principe de précaution très fort, et voilà, beaucoup de règles. Et je me demandais un peu voilà, où mettre la limite, et en particulier, est-ce que vous conseillez, en fait, suite à ce que vous venez de nous dire, d'augmenter les régulations, d'augmenter les règles pour se prémunir encore plus des risques à venir qu'on ne le fait déjà? Peut-être une dernière question, puis on refera un tour. Je voulais savoir, au niveau des barrages, on a vu ce qui se passait après les barrages. On sait donc que les sédiments sont retenus par les barrages. Quelle est la gestion de ces sédiments au niveau de ces barrages, s'il vous plaît? Alors, j'essaie de rassembler un peu mes idées. Donc, en fait, bon, je ne vais pas tout à fait répondre à la question du nucléaire parce qu'en fait, toutes les centrales électriques, qu'elles soient avec du combustible nucléaire ou qu'elles soient avec un autre combustible, elles ont besoin d'être refroidies. Donc la question, ce n'est pas nucléaire ou pas nucléaire, c'est énergie. La production d'énergie a besoin d'une source froide. Cette source froide, c'est essentiellement de l'eau. Donc en fait, c'est quand on produit de l'énergie qu'on a besoin de sources froides, quelle que soit la source d'énergie, malheureusement. Alors, pas tout à fait, parce qu'en fait, le vent entraîne des turbines sans qu'on ait besoin de sources froides. Mais en fait, voilà, toutes les centrales thermiques ont besoin de sources froides. Effectivement, le renouvelable là-dessus a peut-être d'autres vertus, mais il dépend de mines qui ont aussi des effets sur l'eau. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup d'énergie qui n'ait pas d'effet sur l'eau. Voilà, je simplifie un petit peu, mais c'est un peu mon point de vue. Sur la question des règles, alors effectivement, faire plus de règles, on a l'impression qu'on va verrouiller un certain nombre de trucs qui est déjà bien verrouillé et finalement, on ne va plus pouvoir faire grand-chose. Ça serait un grand débat, mais peut-être qu'une façon de l'aborder, c'est de dire l'eau, elle est très locale. Parce que s'il y a bien une chose qui est spécifique à l'eau, c'est qu'en fait, elle pèse, comme vous le savez, 1 kg par litre. Donc en fait, comme on en consomme en fait 120, 150, parfois 300 litres par personne et par jour à travers différentes consommations, en fait, on ne porte pas ces 300 kilos parce qu'ils arrivent là, mais ils arrivent là parce qu'il y a eu des tuyaux qui les ont fait arriver là. Et en fait, les emmener beaucoup plus loin, ça veut dire des infrastructures qui sont très coûteuses. Donc très très vite, l'eau, elle coûte très très cher, alors qu'en fait, sa valeur est très faible parce que finalement, on peut toujours prendre un peu d'eau de pluie s'il y en a,
ou bien on peut économiser l'eau qu'on a sur place. Donc en fait, il y a une alternative économique à faire venir de l'eau très loin, c'est se débrouiller avec celle qu'on a, et ça coûte souvent beaucoup moins cher. Du coup, ça veut dire que ces règles, effectivement, il va falloir les repenser. Effectivement, on a sûrement besoin d'harmonisation parce qu'il y a des acteurs qui sont en concurrence sur un marché qui est global, donc on ne peut pas faire des petites régulations dans notre coin qui créent des distorsions de concurrence. Mais néanmoins, ce n'est pas tout à fait pareil quand on a une petite rivière ou quand on a un gros fleuve, quand notre aquifère est rapide ou qu'il n'est pas rapide. Et donc, il y a quand même à ajuster des règles au niveau local. Donc, en fait, il y a de la place pour être inventif au niveau local, parce qu'il faut faire avec une ressource locale. Et puis, il y a des grands principes qui, effectivement, permettent de réduire les distorsions de concurrence au niveau des marchés. On peut penser que la réglementation sur les pollutions, par exemple, elle a besoin d'être assez générique pour qu'il n'y ait pas trop de distorsions de concurrence. Mais je m'empresse de dire que ce n'est pas une raison pour dire « Ah, bah, de toute façon, comme il y a le marché et que c'est une distorsion de concurrence, on ne peut rien faire ». On peut quand même faire, parce qu'on peut quand même dire que sur un marché particulier, le marché européen par exemple, ou parfois il y a même des États membres qui ont obtenu de l'Europe d'avoir une réglementation pour leur État spécifique, on interdit un certain nombre de choses qu'on considère comme étant néfastes. Et là, bah, ça se discute. Donc en fait, si vous voulez, moi je n'ai pas l'impression qu'on n'ait que des règles qui soient dans la protection. Je pense qu'on a aussi beaucoup de règles qui ont favorisé une certaine forme de productivité très intense. Et celles-là, on peut les revoir à différents niveaux. Voilà. Le principe de précaution, il est écrit, il n'est pas forcément toujours appliqué. La réglementation sur l'eau, elle ne dit pas qu'on a interdit de polluer. En fait, elle dit qu'on peut polluer si c'est dans les règles. Bon, donc ces règles, il va falloir les revoir parce que les seuils, comme je vous ai dit, de dilution, ils ont bougé. Et puis, en fait, elle dit ça, mais en fait, il y a énormément de pollutions qui ne sont pas sanctionnées. Donc, il y a aussi de la marge sur la mise en œuvre. Et là, on peut dire qu'il y a même une très grosse marge. Et enfin, sur les barrages, comment est-ce qu'on gère les sédiments? Alors, c'est technique, hein, donc je parle avec une casquette d'ingénieur que j'étais il y a 20 ans et que maintenant je suis plutôt politiste, mais il se trouve qu'il y a des barrages qui sont équipés pour qu'il y ait des vannes de fond qui permettent, au moment des épisodes de crue, d'ouvrir ces vannes et de profiter de l'afflux de débit d'eau pour faire ce qu'on appelle une chasse. Alors on va du coup enlever des sédiments. Avec la force d'arrachage de ce débit, on va avoir non seulement des fines, comme on dit, donc des sédiments très fins, mais aussi peut-être un peu de charge de fond plus grossière. Le problème, c'est que souvent, avec ces fines, arrive aussi plein de pollution. Et puis, comme on n'arrive pas à enlever que les gros matériaux, mais aussi les fines, elles se déposent sur les branchies des poissons. Et ça, ils n'aiment pas trop, quoi. Donc en fait, les chasses, elles sont souvent aussi dénoncées parce qu'à ces occasions-là, on remet en suspension beaucoup de saletés qui ne sont pas forcément satisfaisantes pour l'aval. Donc quand il y a des vannes de fond, bah, l'idée c'est plutôt de les ouvrir quand il y a déjà une crue qui allait amener déjà pas mal de fines. Et donc on se dit, bon, voilà, ça, on va charger un peu plus la barque, mais voilà, dans ces épisodes-là, les poissons, ils ont intérêt à aller dans les petits affluences cachés, puis revenir quand ça sera passé. Et puis, il y a plein de barrages qui n'ont pas ces vannes de fond. Et donc, il y a des barrages qui vont être abandonnés parce qu'ils sont pleins de sédiments. Donc, dans les pays où il y a beaucoup d'érosion et pas beaucoup d'eau, c'est déjà le cas. Donc, vous avez des barrages au Maroc qui ne sont plus en utilisation parce que ils ont été complètement sédimentés. Voilà. Oui, bonsoir pour cette merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Vous nous avez parlé de l'importance de prendre en compte le retour d'expérience. Mais est-ce que face à des aléas qui changent, au contraire, se dimensionner sur le passé n'est pas aussi un risque en soi? On refait un petit tour aussi. Merci. Donc, moi, je viens d'apprendre que ce que j'avais appris n'est plus vrai, donc je vais en faire le deuil, c'est-à-dire le cycle de l'eau.
Et j'ai une question et une remarque. La question, c'est qu'est-ce qu'on apprend aux enfants aujourd'hui sur le cycle de l'eau pour arriver à faire la culture de la maintenance dans les 100 prochaines années, puisque le parc du traitement de l'eau, il est avéré pour tenir compte de nos usages et pas tellement des micro-organismes, mais on tient compte un peu de la biodiversité. Et donc, dans les 100 prochaines années, qu'est-ce qu'on va apprendre et qu'est-ce que vous préconisez à vous, comme, je sais pas, comme maire, comme enseignante, et pas seulement pour les élèves du diplôme d'université Agir pour le climat. Et j'ai une question un peu plus large, enfin une remarque un peu plus large, c'est qu'une fois qu'on aura pris la mesure de que cette nouvelle réalité, après le deuil qu'on doit faire de ce cycle de l'eau qui était un peu merveilleux, comment on va répartir la charge? Comment on va répartir la charge telle qu'elle a été pensée par les ingénieurs au XIXe siècle pour essayer de créer quelque chose? Elle a déjà été imaginée, ça a déjà commencé, tout ce que vous dites. On fait un constat, et ensuite, comment on la répartit et sur combien de générations? Alors, la première question, c'est est-ce qu'on peut encore apprendre du passé alors que tout va changer? Oui, je pense qu'on peut quand même apprendre du passé, parce que ce n'est pas exactement les mêmes phénomènes qui vont avoir lieu, mais l'eau, elle coule quand même à des endroits où elle est déjà passée, parce que le passé a déjà été quand même assez créatif dans les épisodes qu'il nous a fait voir. Donc en fait, l'exercice, et c'est ça un peu l'heuristique de la crainte, c'est à la fois de repérer ce qui s'est mal passé dans le passé et qui a des chances de se reproduire. Évidemment, il y a des choses qui n'ont aucune chance de se reproduire parce que voilà, cette source, ce glacier n'existe plus, donc le fait qu'il nous tombe sur la tête n'existe plus non plus. Ok, bon, donc il y a des choses, on peut très bien dire, ça c'est obsolète. Il y a un certain nombre de choses qui n'est pas complètement obsolète, on peut en discuter et il faut construire des modèles pour voir si ça tient. Donc on peut faire une sorte de série de craintes, on pourrait dire a priori, un peu profanes. Voilà, ça s'est déjà produit, est-ce que ça peut se reproduire? Et puis après, on fait un tri, un débat avec des experts qui vont aussi dire, là, j'ai une bonne raison de penser que non, ça ne va plus arriver, et donc on fait un tri. Pour autant, si déjà on tenait compte de tout ce qui s'est passé, je pense qu'on s'en sortirait mieux. Et donc, il faut aussi probablement imaginer des choses qu'on n'a jamais vues. Donc il y a aussi des méga-feux, effectivement, on ne les avait jamais vus. Il y a aussi des canicules qu'on n'a jamais vues. Mais quand on descend à un grain fin sur ce que ça veut dire la canicule, souvent c'est des choses qu'on a déjà vécues, mais peut-être pas de façon toute concomitante, de façon... Voilà. Donc moi je pense que... il faut redescendre à des mailles un peu fines, de là où se prennent les décisions, et dans ces zones, dans ces pratiques, en fait, on a déjà vu des choses qui s'étaient peut-être produites pour d'autres raisons, mais qui vont avoir les mêmes effets sur l'eau. Donc voilà un peu comment je répondrai. Alors après, qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants et qu'est-ce que moi j'enseigne à mes enfants? On fait porter beaucoup de charges sur les enfants, et je crois que comme adultes, on a déjà pas mal de choses qu'on peut faire, et puis que c'est assez anxiogène pour des enfants que de parler de ce qui va très très mal se passer. Je pense qu'on a quand même bénéficié d'enfance qui était réjouissante. Il faut aussi espérer que ça nous a donné une certaine confiance dans l'action, parce qu'être complètement paralysé par l'action, je pense que ce n'est pas non plus une bonne chose. Donc, il faut aussi les faire un peu rêver, ces enfants, et je pense qu'il y a des gens qui discutent qu'est-ce qu'on va mettre dans les manuels scolaires, et ça fait partie des discussions qu'il faut avoir. Et il y a des manuels scolaires qui, effectivement, présentent le cycle de l'eau avec plein d'infrastructures humaines, et puis il y en a d'autres qui ne se sont pas mis à jour, mais enfin ça, si vous voulez, ça existe dans tous les domaines. Bon. Après, peut-être là où moi, il me semble que je peux apporter quelque chose, c'est que répartir la charge, là aussi, ça va être assez local. C'est-à-dire que à la fois la charge de la pollution, la charge des inondations, il y a des inégalités environnementales, il y a des gens qui sont exposés à des risques plus grands que les autres, il y a des gens qui ont moins de... Et puis ça va coûter, comment est-ce qu'on répartit tout ça? Et là, je pense qu'il faut à nouveau repenser des questions de règles à des échelles un peu différentes. C'est-à-dire qu'il y a l'eau, on ne va pas pouvoir la partager localement, c'est un gâteau qu'on ne va pas pouvoir augmenter au niveau local, parce que transporter de l'eau sur des grandes distances, ce n'est pas la solution.
Donc ça va être un gâteau avec des gagnants et des perdants. Mais on peut partager d'autres trucs. Et donc là, il faut être inventif. Les habitants du Médoc et en face, la rive qui est du côté des Charentes, on leur dit, voilà, il faut que vous imaginiez d'enlever vos digues là, parce que quand la marée va monter, quand il y aura des épisodes où ce sera très haut sur le littoral, et qu'en plus il y aura une crue qui arrive de la Gironde, il faut qu'il y ait de la place pour l'eau. On a pensé que chez vous, c'était pas mal, parce que bon, Bordeaux, c'est Bordeaux. Alors eux, ils disent, ah oui, ça c'est pour les beaux bobos, c'est-à-dire les bobos de Bordeaux, il faut les protéger, mais nous on n'a rien, il faut... Eh bien, imaginons, effectivement, l'eau, il va falloir la mettre quelque part, et c'est pas complètement absurde de la mettre là où il y a le moins de gens, mais en revanche, on sait que ça va vous faire porter la charge, qu'est-ce qu'on vous donne en échange? Et là, il faut être inventif. Ça peut être des transports, ça peut être des infrastructures, ça peut être, des organisations culturelles, ça peut être des choses qui voyagent beaucoup mieux que l'eau. Et je pense que du coup, l'intersectoralité, c'est ça aussi, sectorialité. C'est-à-dire, oui, il y a le secteur de l'eau, mais il y a plein d'autres trucs. Et on peut peut-être faire en sorte que l'alimentation chez vous soit moins chère, ou bien que régulièrement, vos enfants, on les amène, ils ont des quotas privilégiés pour l'accession à une éducation de bonne qualité. Enfin, voilà, on peut compenser avec autre chose que de l'eau. Voilà, c'est une des manières pour répondre à votre question, c'est-à-dire que la charge, il ne faut pas l'imaginer comme étant une seule unité, et que c'est soit de la pollution qu'il faut se partager, soit de l'eau qu'il faut se partager. On peut essayer d'élargir un peu en se disant que le bien commun, il est multiple. Il y a plein de choses. Et puis on peut créer de la richesse alors qu'on ne peut pas créer de l'eau. Bonjour. Ma question, c'est du coup, dans un tel degré de dépendance, est-ce que c'est envisageable une trajectoire plutôt de désartificialisation du cycle de l'eau? Étant donné votre réponse là à l'instant, on dirait que c'est plutôt engranger d'autres solutions. Alors oui, en fait, merci beaucoup pour votre question. J'enchaîne tout de suite parce que ça me fait penser à un autre point auquel j'ai pensé quand vous avez posé la question. Souvent, on pense le changement en se disant, voilà, il va falloir arrêter ça et puis faire complètement autre chose. Mais quand on regarde, et ça c'est des travaux qu'on mène au LISIS sur les trajectoires des systèmes sociotechniques, c'est très rarement ça qui se passe. C'est très rarement, on arrête le charbon et on fait autre chose. En fait, le charbon, il va rester pendant un certain temps et il va y avoir autre chose. Alors, parfois, c'est très pervers parce que du coup, en fait, on ajoute du pétrole au charbon, par exemple. Mais parfois, ça peut être vertueux et il faut accepter que ce soit un peu incrémental. Et pensez par exemple au vélo. Le vélo, il n'a pas supprimé la voiture, mais il prend un peu plus de place sur la voiture. Et donc, en fait, ce qu'il faut organiser, c'est la coexistence de modes qui devront apprendre à vivre ensemble et progressivement, il y en a peut-être un qui prendra le dessus. Et donc, être moins dépendant, ça dépend moins dépendant de quoi. Il y a des choses pour lesquelles, effectivement, il faut arrêter cette dépendance, peut-être en étant dépendant d'autres choses. En fait, être complètement indépendant, être autonome dans son bunker, ce n'est pas un objectif social. Donc, être interdépendant, c'est plutôt bien. Enfin, c'est comme ça qu'on vit. Hein. On a toujours vécu avec des interdépendances. Le problème, c'est être dépendant de quelque chose qui disparaît ou être dépendant de quelque chose sur lequel on ne peut pas tabler. Donc, pour ces dépendances-là qui sont douloureuses, parce qu'effectivement, on a l'habitude de manger beaucoup de viande et que cette viande, en fait, pour la produire, il faut consommer beaucoup d'eau, parce qu'on a l'habitude de dépenser énormément d'énergie dans notre quotidien. Et de toute façon, le lave-vaisselle, à chaque fois qu'il marche, à chaque fois, il consomme la même chose. Moi, je ne peux pas le faire voilà, je peux faire moins consommer. Bon, voilà, vous voyez bien qu'en fait, il y a plein de décisions que je ne prends pas, qui sont prises par les investissements qui sont déjà là. Mais progressivement, on peut imaginer des autres façons de faire, des immeubles qui vont s'organiser différemment, on mangera peut-être différemment, on organisera la vaisselle différemment. Voilà, il faut inventer et des solutions ne seront pas forcément déployables partout, mais la coexistence de plein de trucs donnera des idées et on essaiera de privilégier celles qui, effectivement, s'avèrent robustes dans le futur. Voilà un peu comment je vois les choses. Bonjour. J'avais une question, déjà merci beaucoup. J'avais une question, quelle est la place de l'eau en fait dans la sphère politique?
quelle est la place de l'eau dans la sphère politique? Parce qu'on entend beaucoup parler du CO2, mais est-ce que par exemple dans les accords de Paris c'est pris en compte? Est-ce qu'il y a des décisions générales qui ont déjà été prises, ou est-ce que pour l'instant c'est un problème auquel on pense, mais en fait les décisions ne sont pas encore prises? Alors vous avez des traités sur l'eau internationale. Par exemple, vous avez un traité sur la Meuse, vous avez un traité sur le Rhin, vous avez un traité sur l'Èbre. Tous les cours d'eau transnationaux ou transfrontaliers ont donné lieu à des traités qui sont souvent des traités de paix pour ne pas se faire la guerre pour l'eau et essayer de se partager. Je te donne un petit peu plus d'eau pour la Meuse et puis en échange, tu laisses passer mon TGV. Voilà un peu comment on fait des traités internationaux. Donc à l'échelle internationale, il y a des accords sur l'eau pour ces fleuves internationaux et pour des grandes zones humides d'intérêt planétaire. Mais après, l'eau, elle est profondément locale. Et donc, avoir des principes de gestion de l'eau qui soient internationaux, ça existe. Par exemple, vous avez les principes de gestion intégrée des ressources en eau, la GIR, qui a fait l'objet d'une déclaration à Dublin sur, voilà, c'est les grands principes avec lesquels il faut gérer l'eau. Et il y a pas mal de sociologues qui sont très critiques de ces principes parce que ça dit qu'il faut donner plus de pouvoir aux femmes. Oui, ça, c'est pas absurde. Et effectivement, il y a plein d'endroits où les femmes sont celles qui portent l'eau. Et donc, dans ces cas-là, c'est très intéressant. Mais il y a des endroits où c'est pas le problème. Et donc, moi, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas donner plus de pouvoir aux femmes. Évidemment, je pense qu'on serait bien mieux s'il y avait plus de pouvoir aux femmes. Mais pour que la gestion de l'eau s'améliore, est-ce que c'est toujours lié à ça? Pas forcément. Il y a des endroits où ça n'a vraiment rien à voir. Et puis, cette gestion, elle dit il faut que l'eau soit économisée comme qu'on reconnaisse sa valeur économique. Il y a des tas d'endroits où l'eau n'a pas de valeur économique. Ça n'a pas de sens de vouloir la ramener à un enjeu économique parce qu'en fait, elle n'est pas échangée, elle est gérée autrement et ça peut fonctionner bien sans qu'elle soit économisée, enfin économicisée. Donc en fait, ces principes très généraux qui essayent de donner des règles universelles pour gérer quelque chose qui est profondément local, ça n'a pas forcément de sens. Et donc du coup, pourquoi les accords du GIEC ne gèrent pas l'eau? Parce que l'eau, c'est essentiellement des configurations, alors comme je vous ai dit, pas uniquement naturelles, c'est-à-dire c'est pas que des questions de karst, des questions de fleuves lents et puis de delta, non, c'est pas que des enjeux naturels, c'est des enjeux hydrosociaux dans lesquels il se trouve que c'est un endroit où on pompe en permanence pour avoir les pieds secs, c'est un endroit où toute l'eau qu'il y a dans la rivière, elle vient d'une station d'épuration. C'est des endroits où c'est très artificialisé, mais ces endroits ont construit des lieux très spécifiques, des circulations d'eau très spécifiques, avec lesquelles, du coup, c'est assez logique de se dire que peut-être il faut des grands principes d'équité, mais ça, on les a peut-être dans les droits humains, voilà. Et puis peut-être il faut des droits de la nature aussi, mais l'eau, je pense que si la sphère internationale s'en désintéresse, c'est parce que c'est très dur d'être très pertinent à cette échelle planétaire pour des ressources très locales. Déjà, je tenais à vous remercier pour la qualité de votre conférence. J'avais une question un peu plus sur l'aspect politique. Vous avez parlé de la nécessité du coup de revoir nos usages et notamment qu'on a de l'eau. Et également, on parlait du fait qu'on a du mal à intéresser les citoyens sur ces questions-là selon l'angle par lequel on l'aborde. Et donc, j'aurais aimé savoir, du coup, sur le plan politique, est-ce que vous avez des idées de vecteurs, notamment démocratiques, qui permettraient justement d'amener ces questions de l'eau un peu au cœur des discussions et qui permettraient justement d'avoir une vraie remise en question des usages qu'on en a pour le mieux? Alors, je ne voudrais pas vous laisser l'impression que les gens se désintéressent de l'eau. Les gens sont potentiellement très intéressés par ces questions, simplement ils sont intéressés par plein de choses aussi, le numérique aussi ça les intéresse, le spatial aussi ça les intéresse, l'éducation des enfants aussi ça les intéresse, et tout ça c'est très légitime. Donc en fait c'est comme vous, ce soir vous allez à la fois devoir payer une facture, faire cuire les pommes de terre et gérer la grand-mère, bon bah voilà, il faut tout faire en même temps, et donc c'est pas qu'ils sont pas intéressés, et c'est pas que c'est pas intéressant, et donc il n'y a pas à rendre la matière plus intéressante pour le public, il y a simplement à faire en sorte qu'ils se sentent concernés et il ait l'impression que s'il y passe du temps, ça va changer les choses. C'est ça qui n'est pas donné.
Alors il y a plusieurs dispositifs qui permettent d'ouvrir les citadelles techniques de l'eau au public. Et par exemple, il y a des débats publics qui ont lieu sur des grandes infrastructures. Très récemment, il y a eu en juin un débat public du CEDIF, qui est le syndicat de production d'eau potable pour toute l'Île-de-France, à part Paris, qui s'interroge, étant donné qu'il y a de plus en plus de pollution dans la Marne, l'Oise et la Seine, le CEDIF pompe des quantités énormes de ces eaux, est-ce qu'il ne doit pas investir dans des techniques qui filtrent davantage l'eau, quitte à ce que ce soit plus énergivore, et quitte à ce que ça crée un concentrat dont on ne saurait pas trop quoi faire, mais en fait, les quantités laissent penser qu'on pourrait la remettre dans la Seine sans que ça ait localement d'effet. Bon, alors, grand débat public parce que c'est un projet de 800 millions d'euros, ça passe des seuils qui font que quand ça dépasse ça, on met ça sur la place publique et on organise des ateliers. Alors évidemment, si on l'organise en disant, bon, ça sera entre 20h et 22h, samedi soir, en même moment que le film, machin, on a des chances que ça ne se passe pas. Mais en fait, la Commission nationale du débat public qui organise ça, elle a plein d'astuces pour faire que ça ne soit pas cloisonné et que ça vienne au plus près des gens. Et c'est ce qui a eu lieu. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que ces débats, ils sont passionnés. Parce qu'en fait, l'enjeu, ce n'est pas forcément que tout le monde soit là, mais c'est qu'il y ait des gens qui soient amateurs de ces questions, qui soient là et qui disent... Moi, je ne comprends pas pourquoi vous considérez que forcément, il faut filtrer plus, parce qu'en fait, les normes aujourd'hui, elles sont satisfaites. Ah bon, elles sont satisfaites, on avait l'impression. Bon, voilà, et donc, ça va faire bouger les choses. Puis, en fait, il y a des communes qui ne filtrent pas comme ça, et donc qui viennent, qui disent non, c'est possible de ne pas le faire. Et puis, il y a des communes qui disent, bah oui, mais nous, on a vécu ça, etc. Et donc, en fait, l'enjeu, ce n'est pas forcément que tout le monde participe au débat. C'est que des gens qui sont presque... passionnés par ces questions, qui ont des idées, qui veulent en débattre, aient l'occasion de s'exprimer. Et donc ça, c'est rendre ça possible, souvent en ouvrant la porte et en faisant un minimum, pas forcément de pédagogie, mais de pluralisme, c'est-à-dire de laisser s'exprimer des gens qui, sur le même sujet, ont d'autres idées. Eh bien, ça crée les conditions assez favorables au débat. Après, il faut vérifier que ce ne soient pas toujours les mêmes qui prennent la parole, qu'on se déplace. Donc, cette commission particulière du débat public, elle est allée dans des zones périphériques, elle a rassemblé des jeunes qui sont en général les personnes qu'on a le plus de mal à toucher dans le débat public. Donc, elle est allée dans des formations chercher des jeunes entre 20 et 26 ans et elle a organisé des débats spécifiques pour les jeunes, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant et en fait, ce n'est pas le seul débat qu'il y a sur l'eau. Il y en a eu un à Montpellier sur le projet Aquadomicia, qui était un grand transfert d'eau du Rhône jusqu'à Barcelone. Donc, moi, je crois que le débat, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une ingénierie sociale du débat démesurée. Il faut juste y mettre un peu des moyens pour que les portes soient ouvertes et qu'on s'attache à vérifier que ce ne soit pas les mêmes qui parlent tout le temps. Et ça, si c'est respecté... Eh ben, je pense qu'il y a des gens qui vont se passionner pour ces questions et il y a des gens qui vont dire j'ai d'autres choses à faire et c'est normal et c'est comme ça que ça se passe, quoi. Voilà. Mais ce que je pense, c'est que vous, en tant que personnes qui ont été formées sur les questions climatiques, sur les questions environnementales et sur les questions techniques, ça serait dommage que vous restiez en dehors de ça parce que vous êtes probablement des gens qui avaient des idées pour que ce débat il soit d'un peu plus grande tenue, quoi, et qu'on n'y débatte pas juste sur les polarisations que je vous ai montrées qui intéressent tout un chacun, mais qu'on se dise, oui, mais alors du coup, si on fait de la nanofiltration super, ça veut dire quoi en termes de consommation d'énergie? Et vous irez la chercher où, cette énergie? Et, etc. Qu'on file un peu les interdépendances, voilà, et qu'on pose des questions qui sont un peu plus fondées et une heuristique de la crainte qui sont un peu plus solides et robustes. C'est à ça que je pense. C'est ma conviction en venant vous parler ce soir. Une dernière question rapide, avec une réponse rapide pour terminer. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, vous avez parlé de coexistence de modes, de solutions, de compromis, mais derrière, il faut une véritable volonté politique. Et on a tendance à accorder ça à une certaine subjectivité politique. Or, on a bien des données factuelles. Alors, ça pose pour moi des limites. Est-ce qu'on doit avoir recours à la radicalité? Parce qu'on est dans un contexte de problèmes de démocratie, de pollution, etc. Excusez-moi, je ne vous entends pas très bien. Donc, j'ai compris le début, mais je n'ai pas compris. Est-ce qu'on doit avoir... Donc, je disais, est-ce qu'on doit avoir recours à une certaine radicalité? Parce qu'en fait, on est dans un contexte de problèmes politiques et de pollution, quoi.
Donc la question de la radicalité, en fait. Alors, moi, je crois qu'il y a des acteurs qui sont très radicaux dans leur façon de ne pas vouloir bouger. Et qu'il faut déjà reconnaître ça pour ne pas stigmatiser des personnes qui voudraient faire autrement en disant qu'il n'y a que eux les radicaux. Et par exemple, on a parlé de la profession agricole qui est très préparée à la lutte contre l'eau et qui du coup a aussi tout un discours très articulé pour défendre des intérêts productivistes. Eh bien, cette profession, et notamment certains syndicats dans cette profession, ont parfois incendié des infrastructures publiques, comme l'OFB à Rennes, par exemple, ont déployé du fumier sur des préfectures. Ça, c'est de l'action radicale. Donc, la radicalité, elle est partagée. Bon, et elle est déjà là. Alors moi, je ne suis pas une personne qui va vous encourager à des actions violentes et radicales. Je ne pense pas que ça fasse tellement progresser le débat. Mais je pense que c'est important de reconnaître que la radicalité, elle n'est pas que d'un côté. Voilà. Après, dans la façon de tenir au quotidien une position dans des instances qui ne sont pas violentes, mais qui sont politiques, ce n'est pas toujours facile de tenir, et ça demande effectivement un effort, une lutte qui peut s'apparenter à une forme de radicalité, et probablement que pour ne pas perdre l'envie de faire bouger les choses, il faut entendre des positions qui sont plus radicales, qui ont envie que ça change. Voilà. Mais je pense que radical, ça veut dire qu'on pense que les choses peuvent changer à la racine. Et effectivement, on a des mauvaises racines. Donc il y a des choses qu'il va falloir profondément changer. Mais pour aller jusqu'au bout de ce que je crois, je pense que ne voir que ces racines-là comme étant les racines du mal et qu'on ne peut rien faire si on n'arrache pas ces racines-là, c'est aussi une forme de velléité. C'est-à-dire de dire, bon, bah, tant que le capitalisme existe, on ne peut rien faire. En fait, il faut vraiment tout enlever. Moi, j'aimerais répondre à ces personnes-là, comment? Et demain, vraiment demain, on fait quoi? Et donc, en fait, c'est pour ça que je parle de coexistence. C'est-à-dire que je pense que demain, il y a déjà des choses à faire et qu'il va falloir imaginer effectivement des modèles complètement différents. Peut-être que c'est lié au capitalisme, peut-être que c'est lié à l'industrie, peut-être que c'est lié à la ville, peut-être que c'est lié... Il y a beaucoup de choses ensemble dans cet anthropocène. Et donc les causes, les racines, etc., je pense qu'il ne faut pas trop les idéaliser comme étant des concepts, parce que ça permet d'avoir une sorte de totem qu'on va accuser de tout, alors qu'en fait, il va quand même falloir vivre avec, au moins un moment. Et donc, dans notre radicalité d'envie de changer, il faut à la fois se nourrir de ces envies de changer qui sont militantes, et je pense qu'on en a besoin, et à la fois se nourrir de qu'est-ce qu'on peut faire demain, déjà, pour enclencher quelque chose qui va être plus incrémental. Mais évidemment, dans la même personne, c'est dur de tenir les deux. Et donc, moi, je suis plutôt partisane du pluralisme pour ça. Je pense qu'on a besoin de gens qui pensent des formes effectivement complètement différentes et qui les mettent en œuvre et qui montrent que ça marche. Et puis, des gens qui sont plus timorés peut-être, qui vont essayer de faire vivre ensemble différents trucs. Mais on a des gens autour de nous qui inventent des trucs complètement qui paraisseraient... insensé il y a 10 ans, la séparation des urines à la source, si vous voulez, ça faisait mourir de rire tout le monde il y a 10 ans, ça commence à être implémenté dans certaines villes. Donc moi je pense qu'on peut avoir de la coexistence de systèmes, quoi. Parfait. Je vous propose de remercier notre intervenante. Et on se retrouve demain soir à